Bonsoir. De quelle région et à quelle heure écoutez-vous ceci? Nous sommes en 1347. Vous vous réveillez au cœur d'un hiver médiéval, non pas à cause d'un son, mais d'une absence. L'absence de chaleur. Votre joue est collée à quelque chose de dur, de glacial et d'implacable. Vous ouvrez les yeux dans le noir, et la première chose que vous sentez est le choc froid de la pierre contre votre peau. Le feu du petit foyer s'est éteint il y a des heures, et maintenant le froid du petit matin s'infiltre par chaque interstice de la tour de guet. Vous vous levez d'un coup, et une pointe de douleur vous parcourt le dos. Dormir sur le sol de pierre, même pour quelques heures, n'est jamais une bonne idée. Le corps se plaint, chaque muscle proteste contre le mouvement. L'air que vous respirez est dense et humide, avec une odeur de pierre mouillée et de fumée ancienne qui imprègne les murs. Vous vous frottez le visage avec les mains, sentant la rudesse de votre peau et de vos callosités. Il n'y a pas de temps pour un sommeil paisible, pas de place pour une relaxation profonde ici. À côté de vous, l'autre garde dort, enroulé dans une couverture usée, un luxe que vous avez refusé pour rester plus alerte. Une erreur, peut-être. La quiétude de la nuit est presque totale, mais vos oreilles, entraînées par l'anxiété et la répétition, cherchent la moindre anomalie. Un craquement dans le bois du plafond, le hurlement lointain d'un loup, ou peut-être juste le vent sifflant entre les créneaux du château. C'est la routine du chevalier de garde, un état de calme forcé sur un océan de tension. Vous marchez jusqu'à l'étroite fente dans le mur, une fenêtre sur le monde extérieur. L'obscurité domine encore, mais une ligne grise et pâle commence à se dessiner à l'horizon, au-dessus des collines couvertes de brume. L'aube approche. Vous posez les mains sur la pierre glacée et observez le paysage fantomatique, une silhouette floue d'arbres sombres et de champs silencieux. Pendant un instant, la peur nocturne, ce compagnon constant, s'apaise. L'arrivée de la lumière apporte avec elle une fragile promesse de sécurité. Vous sentez le poids de la cotte de maille sur vos épaules, une seconde peau froide et lourde que vous retirez rarement. Elle est un symbole de votre vie, un mélange de protection et de fardeau. Chaque petit anneau de métal est un rappel de votre fonction, de votre serment. Vous inspirez profondément l'air glacial qui brûle les poumons, mais purifie aussi l'esprit des derniers vestiges de sommeil. Le jour est sur le point de commencer, avec toutes ses incertitudes et ses exigences. Le corps s'habitue à la douleur, au froid, au manque de repos. C'est l'esprit qui doit être constamment dompté. Il insiste à vagabonder vers le confort d'un lit chaud, la chaleur d'un repas décent, vers une vie qui ne soit pas celle-ci. Mais vous le ramenez, vous l'ancrez dans le présent, sur ce sol de pierre, dans cette tour froide, dans cette aube qui avance lentement. C'est ici que vous existez. C'est ici que vous devez survivre. L'odeur de l'huile et du cuir tanné emplit l'air, si épaisse qu'on pourrait presque la mâcher. Elle se mêle à l'odeur métallique de la suie qui s'échappe de la forge voisine, où le marteau d'un forgeron frappe à un rythme constant et familier. Ce son est la musique de votre matinée, le battement qui annonce le début d'un autre jour de devoir. Vous êtes debout, vêtu seulement de vos sous-vêtements de lin, tandis qu'un jeune écuyer s'affaire autour de vous avec une efficacité silencieuse. D'abord vient le gambison, la tunique matelassée. Le tissu est épais, lourd, et conserve encore une légère odeur de la sueur de la veille. L'écuyer l'ajuste sur vos épaules, et vous sentez son poids initial, une étreinte chaude et étouffante qui précède le froid de l'acier. Ensuite, il lasse les pièces de mailles à vos jambes, le son de milliers de petits anneaux de métal s'entrechoquant est un bruit doux, presque un murmure, qui contraste avec la brutalité de leur fonction. Puis, le moment qui définit votre routine de chevalier, la cotte de maille. L'écuyer la soulève avec effort, et vous vous penchez pour qu'elle glisse sur votre tête et vos épaules. Le poids écrasant s'installe sur vous, une force constante qui vous tire vers la terre. Chaque muscle se raidit pour le supporter. C'est une sensation que vous connaissez mieux que le contact d'une étreinte. C'est votre seconde peau, froide, inflexible et fidèle. Des pièces de plate, d'acier sont ajoutées par-dessus la maille, chacune fixée par des lanières de cuir que le jeune homme serre fermement, limitant vos mouvements à un répertoire d'actions connues. À chaque pièce ajoutée, le monde extérieur s'éloigne un peu plus. Le son du marteau devient plus étouffé, l'air semble plus raréfié. Le summum de cet isolement vient avec le home. L'écuyer le positionne sur votre tête et votre vision se réduit à une fente étroite. Soudain, votre propre respiration devient le son le plus fort de l'univers, un écho bruyant à l'intérieur de la chambre de métal.
L'anxiété d'un homme ordinaire serait insupportable ici, mais pour vous, cette prison d'acier apporte un calme étrange, une concentration forcée. Le corps entièrement enveloppé de métal, vous vous sentez moins homme et plus outil. Vous saisissez votre épée, son poids dans votre main est un contrepoint parfait au poids sur votre corps. Vous sortez de la pénombre de l'atelier et la lumière froide du matin se reflète sur votre plastron poli, éblouissant un instant. La cour du château est pleine de mouvements, mais personne ne vous fixe bien longtemps. Il ne vous voit pas, vous. Il voit de l'acier, le symbole, le devoir sur jambe. Le poids du métal est immense, mais il est supportable. Il fatigue le corps, marque la peau et limite chaque pas. Le véritable fardeau, cependant, est invisible. C'est le poids du serment que vous avez prêté, la responsabilité de vie qui ne sont pas la vôtre. Ce poids ne peut être retiré à la fin de la journée. Il s'accroche à votre âme, bien plus lourd que n'importe quelle armure jamais forgée. Le premier impact fait vibrer votre bras jusqu'à l'épaule. C'est un choc sourd, bois contre bois, qui résonne dans la cour d'entraînement et se répercute dans votre poitrine. L'épée de chêne dans votre main semble à la fois une extension de votre corps et un poids maladroit. Devant vous, le maître d'armes se déplace avec une économie de gestes qui frôle l'immobilité, mais ses yeux ne quittent jamais les vôtres. Vous respirez profondément et l'air entre, chargé de l'odeur de poussière sèche, de sueur et du bois des armes d'entraînement. Le soleil de midi tape fort et la sueur coule déjà sur votre visage, piquant les yeux. Autour, d'autres chevaliers et écuyers s'entraînent, et le son constant des coups forme une sorte de musique martiale, un rythme qui dicte la routine du chevalier. Il n'y a pas de cri de fureur, seulement le son de l'effort et de la concentration. C'est une danse lente et calculée, où un faux pas se solde par une contusion douloureuse. Vous avancez, testant sa défense. Votre cou est dévié d'un mouvement minime du poignet, et son épée glisse le long de la vôtre, se terminant par une touche sèche et précise sur vos côtes. Ce n'est pas assez fort pour briser quoi que ce soit, mais la douleur aiguë irradie, un rappel cuisant de votre échec. Il ne sourit pas, ne montre rien. Il recule simplement d'un pas, attendant votre prochain mouvement. L'anxiété de prévoir l'imprévisible vous serre la gorge, mais vous la repoussez. La peur est un luxe que le champ de bataille ne permet pas. La répétition est la clé. Avancez, frappez, reculez, parez, pivotez, contre-attaquez. Vos muscles brûlent, protestant contre l'effort continu sous le poids de l'armure d'entraînement, plus légère que celle de bataille, mais tout de même oppressante. Cette pratique épuisante, ce récit immersif de sueur et de douleur, est ce qui transforme un homme en une arme. L'esprit se vide de tout, sauf du rythme. Le son sourd du bois devient un battement hypnotique, un mantra qui recherche la relaxation profonde par l'épuisement. Finalement, d'un geste presque imperceptible, il abaisse son épée. L'entraînement est terminé. Vous vous appuyez sur les genoux, haletant, sentant les élancements dans une demi-douzaine d'endroits différents du corps. Le maître d'armes s'approche et pose une main lourde sur votre épaule. Un geste qui est à la fois une approbation et un avertissement pour que vous vous releviez. Son regard dit tout. C'en est assez pour aujourd'hui. Mais demain, le rythme recommence. Tandis que vous sortez de la cour, chaque pas est un effort. Le corps aspire au repos, mais l'esprit est étrangement calme. Il n'y a pas de place pour la peur nocturne ou pour les soucis du monde quand le corps tout entier crie pour un soulagement. C'est peut-être là l'un des secrets de la vie de chevalier. Fatiguer le corps jusqu'à ce que l'esprit n'ait d'autre choix que de se rendre au silence. Le goût de la terre emplit votre bouche. Pendant un instant, le seul son que vous percevez est le sifflement aigu dans votre casque. Un bruit qui étouffe la clameur de la foule. Vous êtes allongé sur le sable de l'arène. Le ciel d'un bleu lointain est tout ce que la fente de votre aume vous laisse entrevoir. L'impact vous a désarçonné avec une force qui a emporté votre souffle et votre élan du même coup. Vous essayez de bouger, mais l'armure, autrefois protection, semble maintenant une cage de fer qui vous cloue au sol. Le poids est écrasant, pas seulement celui de l'acier, mais celui de centaines de regards posés sur vous. Le bruit de la foule revient, non comme un applaudissement, mais comme un murmure collectif de surprise et d'attente. Quelque part, au bout de la lice, votre adversaire s'arrête, sa lance intacte. Sa silhouette, une tache de couleur et d'éclat sous le soleil, est un vif rappel du défi. Avec un effort qui fait protester chaque muscle de votre corps, vous parvenez à rouler sur le côté
et à vous appuyer sur un coude. Vos écuyers courent dans votre direction, mais vous les écartez d'un geste vif. Tomber fait partie du métier. Se relever seul est une question d'honneur, un principe essentiel. Une tension vous serre la poitrine, une sensation fraîche qui se propage sous la cotte de maille chaude. Chaque seconde au sol semble une éternité. Finalement, vous parvenez à vous mettre à genoux, puis debout. Le monde vacille un peu. Votre tête palpite à l'intérieur du haume. Vous marchez en boitant pour récupérer votre épée, tombez à quelques mètres. En vous penchant pour la ramasser, vous apercevez la tribune d'honneur. Des visages que vous connaissez, qui hier vous offraient sourires et saluts, vous observent maintenant avec un mélange de curiosité et de retenue. C'est l'autre facette de la vie de chevalier, l'un de ces moments de vérité que les récits mentionnent rarement. L'épreuve, silencieuse. Vous quittez l'arène, chaque pas lourd et sonore sur le sable. Personne ne dit rien. Le silence est plus profond que n'importe quelle clameur. Il n'y a pas de gloire dans cet instant, seulement la leçon brute de la gravité et de l'humilité. Le chemin du retour vers votre tente est le plus long voyage que vous ayez jamais fait. Plus tard, dans la solitude, tandis que vous retirez chaque pièce de votre armure cabossée, vous sentez le véritable poids de la journée. Ce ne sont pas les ecchymoses qui sont douloureuses, mais le souvenir de la chute. Cette nuit, le sommeil paisible se fera désirer. L'agitation de la nuit ne viendra pas des fantômes ou des ennemis, mais de l'écho de ce silence dans l'arène. Un son qui mettra bien plus de temps à s'apaiser que n'importe quelle blessure du corps. L'odeur de terre mouillée et de feuilles en décomposition monte de la route et s'infiltre sous votre haume. C'est un parfum dense, le souffle de la forêt détrempée. La pluie n'est pas une tempête, mais une bruine fine et persistante qui dure depuis des heures, transformant le monde en un flou de gris et de vert. Vous sentez le froid s'accumuler dans le métal de votre armure, qui le transfère lentement à votre corps. Chaque goutte qui trouve une fente est un petit choc glacial. Votre manteau de laine est lourd d'eau, collé à vos épaules, et le cuir des rênes est glissant dans vos mains gantées. Le seul son constant, outre la pluie douce, est le clapotis rythmé des sabots de votre cheval dans la boue. C'est un son hypnotique, un ASMR historique qui marque le temps d'une manière lente et torturante, un métronome pour votre patience. Telle est la véritable routine du chevalier, loin des châteaux et des tournois. Vous regardez devant et derrière vous. La colonne de chevaliers s'étend sur la route sinueuse comme un serpent de métal fatigué. Personne ne regarde sur les côtés. Les épaules sont voûtées, les têtes basses sous la pluie implacable. C'est une communion de misère silencieuse, une de ces sensations du Moyen-Âge que les contes pour adultes oublient de chanter. Il n'y a pas de gloire ici, seulement la tâche de continuer. La monotonie du voyage est une étrange sorte d'épreuve. Au début, votre esprit lutte, se rebelle contre l'ennui et l'humidité. Puis, il se rend. Les pensées deviennent fluides comme la pluie elle-même, allant et venant sans se fixer sur rien. Parfois, une pointe d'anxiété sur ce qui vous attend au bout du chemin. D'autres fois, un calme vide, une relaxation profonde qui naît de l'épuisement total de la volonté de lutter contre l'inconfort. Les heures s'éternisent. Le jour se défait en un après-midi gris, sans soleil, et la forêt environnante semble toujours la même, un mur vert et impénétrable. Cette route sans fin est un test de résistance physique, mais surtout mentale. Pour ne pas vous perdre dans votre propre tête, vous vous concentrez sur le balancement du cheval, sur le son des sabots, sur n'importe quel détail pour vous, ancré dans le présent. Quand la lumière commence à décliner pour de bon, un des éclaireurs à l'avant revient. Il ne dit rien, il se contente de pointer du doigt. Au loin, à travers le rideau de pluie et de brume, vous apercevez une faible lueur jaunâtre. Une taverne, peut-être un monastère, une destination. Le corps aspire au feu et à un endroit sec, mais le soulagement que vous ressentez est subtil, un simple relâchement de la tension dans vos épaules. La route ne se soucie pas de vos peurs ou de vos espoirs. Elle exige simplement que vous continuiez. Et, à la fin d'une journée comme celle-ci, vous réalisez que la vie n'est pas faite de grands moments, mais de la simple et têtue tâche d'aller de l'avant, même quand tout en vous supplie d'arrêter. Le son est ce qui vous alerte en premier. Pas un bruit, mais son interruption soudaine. La pluie a cessé, et le goutte à goutte constant des arbres, qui fut votre seule compagnie pendant des heures, s'arrête. Un silence lourd et humide s'installe sur la forêt, et c'est dans ce vide sonore que vous le voyez. Immobile au milieu du carrefour boueux, là où la route se sépare en deux,
se tient un homme. Il ne bouge pas. Il ne semble être ni un pèlerin, ni un marchand. Ses vêtements sont sombres et anonymes, et il ne porte rien. Il est simplement là, comme s'il avait jailli de la terre détrempée elle-même. Sa posture est détendue, mais ses yeux sont fixés sur vous, observant votre approche avec un calme déconcertant. Immédiatement, votre main se pose sur la poignée de votre épée. Ce n'est pas une menace, mais un réflexe, une réponse automatique à l'anomalie. L'anxiété, toujours tapie, se manifeste comme un froid dans l'estomac. Votre cheval sent votre tension et fait un pas de côté, hennissant doucement. L'étranger ne réagit pas. Il continue simplement de regarder, et dans ce regard, il n'y a ni peur ni défi. Il n'y a qu'une attention calme et profonde. Le soleil se couche, teintant les nuages d'un pourpre maladif, et les ombres s'allongent sur la route, rendant la scène encore plus irréelle. C'est le genre d'histoire immersive que les voyageurs murmurent autour du feu, la graine de la peur nocturne. Les secondes s'étirent. Vous arrêtez votre cheval à une distance sûre, attendant. Que veut-il? Est-ce un piège? Une vague de possibilités traverse votre esprit, mais votre corps reste tendu, prêt. Puis, avec une lenteur délibérée, il lève un bras. Ce n'est ni un salut, ni un geste de reddition. Il pointe simplement vers la route de droite, celle qui descend une colline sombre et disparaît entre les arbres. Il maintient son bras tendu un instant, s'assurant que vous avez vu. Ensuite, sans aucun changement d'expression, il se tourne et s'enfonce dans la forêt, avalé par l'obscurité en quelques pas. Il ne fait aucun bruit en partant. Il disparaît, tout simplement. Vous restez seul au carrefour, le silence maintenant rempli par une interrogation. Vous regardez le chemin qu'il a indiqué, puis l'autre. Rien ne semble différent. Pourquoi faire confiance à un fantôme de la route? Cependant, vous guidez votre cheval vers la droite. Dans la vie de chevalier, on apprend que les plus grandes menaces ne portent pas toujours une épée. Parfois, elles sont juste un silence sur la route, un regard que l'on ne peut déchiffrer, un choix qui doit être fait sans aucune certitude. Apaiser son esprit, c'est accepter que toutes les questions n'auront pas de réponse. La chaleur vous enveloppe d'abord, une vague dense, chargée du parfum de viande rôtie, de bière répandue et de la fumée onctueuse de dizaines de flambeaux. Vous poussez la lourde porte de chêne et le brouhaha de la grande salle vous submerge entièrement. C'est un tumulte assourdissant, une symphonie de voix sonores, d'éclats de rire, la complainte d'un luth qui peine à se faire entendre et le grognement des chiens se querellant pour des os sur le sol pavé. Vous vous arrêtez un instant sur le seuil, laissant vos yeux s'habituer à la pénombre dansante. L'air est épais, presque visible, une brume de fumée et de souffle qui flotte sous les poutres sombres du plafond. Hommes et femmes se pressent autour de longues tables en bois, leurs visages illuminés et changeant sous la lumière tremblante des flammes. C'est un océan d'humanité sonore, et l'espace d'un instant, vous avez le sentiment d'être un étranger qui vient d'aborder une rive inconnue. Trouver une place est un défi. Vous vous faufilez, entre des corps échauffés et les armures d'autres chevaliers, recevant de brefs saluts et des regards de reconnaissance, mais nulle conversation. Personne ne pourrait en tenir une de toute façon. Vous vous asseyez enfin sur un banc en bois, le brouhaha ambiant vibrant à travers le bois jusqu'à vos os. C'est une autre facette de la routine du chevalier, l'obligation sociale, tout aussi exigeante qu'une patrouille. Vous prenez une chope en métal et la remplissez à une cruche voisine. La bière est tiède et amère. Votre repas se compose d'un morceau de pain bis et d'une tranche de porc bien grasse que vous mangez avec les doigts, machinalement. Vos sens sont surchargés. C'est une immersion totale, mais pas de celle qui apaise. Au contraire, une certaine anxiété grandit dans votre cœur, un désir de silence et de solitude qui passerait presque pour une faiblesse dans cet environnement de communion forcée. Vous laissez votre regard errer, observant. Le seigneur du château, à sa table, surélevé, rit de quelque chose qu'un homme aux vêtements colorés lui murmure à l'oreille. Deux femmes, dans un coin, échangent des regards qui portent toute une histoire. Un jeune écuyer tente, sans succès, d'éloigner un chien insistant de sa jambe. Chacun est plongé dans son propre petit drame, parti de cette grande fresque animée. Pour apaiser son esprit, il ne s'agit pas de le vider, mais de devenir un simple observateur anonyme. La chaleur, le tumulte, les odeurs, tout se fond en une seule et même sensation enveloppante. Il est étrange de penser que, parfois,
La solitude de la route ou le silence tendu d'une tour de guet peuvent être plus réconfortants que la compagnie de centaines de personnes. Ici, au cœur battant du château, vous vous sentez plus isolé que jamais. Vous sentez la chaleur de la cheminée la plus proche dans votre dos, un contraste agréable avec la froideur de la chope d'étain dans votre main. De votre place, au milieu de la grande salle, vous avez une vue dégagée sur la table d'honneur, surélevée sur une estrade en bois. Là, le brouhaha de la salle semble un peu plus lointain, et une autre forme de communication prend sa place. C'est un jeu subtil de regards, de gestes et de postures, un langage silencieux qui a plus de poids que n'importe quel cri. Vous observez le seigneur du fief, un homme aux larges épaules et à la barbe grisonnante. Il ne parle pas beaucoup, mais sa main, qui tapote impatiemment sur la table, révèle une tension que son visage, souriant, essaie de cacher. À ses côtés, son épouse maintient un calme impeccable, mais la façon dont elle sert sa coupe de vin trahit quelque chose. Vous remarquez qu'elle évite de regarder un chevalier en particulier, assis plus bas à la table. L'une des curiosités du Moyen-Âge est de découvrir que les intrigues les plus dangereuses sont rarement menées avec des épées. Votre attention se tourne vers le conseiller du Seigneur, un homme mince aux vêtements sombres. Il se penche pour murmurer quelque chose à l'oreille de son Seigneur. Le Seigneur cesse de tapoter. Son sourire disparaît une seconde. Il hoche la tête d'un mouvement presque imperceptible, et le conseiller se rassied, satisfait. Une décision a été prise, un destin scellé, le tout, sans un seul mot audible pour le reste de la salle. L'anxiété que vous ressentez ne vient pas de l'inconnu, mais de ce théâtre du pouvoir qui se déroule devant vous. Vous détournez le regard et croisez les yeux d'un autre chevalier vétéran de l'autre côté de la salle. Il hausse légèrement les sourcils, un geste qui semble dire « Vous avez vu ça aussi ?» Vous faites un signe de tête minimal en réponse. C'est un moment de connexion silencieuse, une reconnaissance mutuelle que vous comprenez tous les deux les courants qui agitent sous la surface festive. Telle est la véritable vie de chevalier. Non seulement la force brute, mais la capacité de lire ce qui n'est pas dit, de survivre dans l'enchevêtrement des alliances et des rivalités. Alors que la nuit avance, le bruit augmente, mais la tension à la table d'honneur se dissipe. Le seigneur se remet à rire, son épouse détend ses doigts sur sa coupe. Le jeu, pour l'instant, est terminé. Vous terminez votre bière et vous vous levez. Quitter la salle, c'est comme émerger des eaux profondes pour respirer de l'air frais. En marchant dans les couloirs froids et silencieux du château, vous réfléchissez à ce que vous avez vu. La force d'un homme peut se mesurer sur le champ de bataille, mais son pouvoir est mis à l'épreuve dans ces salles remplies de fumée et de secrets. Et parfois, le silence est l'arme la plus affûtée de toutes. L'odeur de la cire d'abeille brûlée et de la pierre froide emplit l'air. C'est un arôme pur et solennel qui remplace la fumée et la sueur de la grande salle. Vous êtes agenouillé sur le sol en pierre de la chapelle, et le froid traverse le tissu de votre pantalon, un rappel constant de l'endroit où vous vous trouvez. La seule lumière provient d'une unique et épaisse bougie, posée sur un autel de pierre, sa flamme dansant lentement et projetant de longues ombres tremblantes qui rampent sur les murs. Votre épée et votre aume reposent sur l'autel, juste en dessous de la flamme. Le métal poli capture la lumière, la renvoyant en reflets dorés et fugaces. C'est la veillée, une partie essentielle de la routine du chevalier, mais que personne ne voit. Pas de foule, ni de trompette. Juste vous, la pierre froide et le silence. Silence si profond que vous pouvez entendre le sang battre à vos oreilles. Un rythme sourd et constant. C'est un ASMR historique, le son de votre propre vie. Dans ce silence, les échos commencent. Ce ne sont pas des sons réels, mais des murmures de l'esprit. Les visages des hommes avec qui vous vous êtes entraînés, le poids des décisions prises sur des routes poussiéreuses, l'éclat dans les yeux de ceux qui attendent votre retour. L'anxiété, qui pendant la journée est un monstre tenu à distance, par le devoir et l'épuisement, s'approche maintenant. Elle s'assied à vos côtés dans l'obscurité, mettant votre résolution à l'épreuve. Détendre son esprit ici est une bataille, pas un repos. Vous fermez les yeux, mais les images deviennent plus vives. Alors vous les ouvrez et vous vous forcez à vous concentrer sur la flamme de la bougie. Vous observez son mouvement, la façon dont elle consume la cire, comment la fumée s'élève en un mince filet et disparaît dans l'obscurité du plafond voûté. La flamme est constante, mais jamais la même. Elle est fragile, mais persistante. En elle, vous trouvez un point d'ancrage, un endroit pour reposer votre esprit fatigué. Lentement,
Les échos s'apaisent. Ils ne disparaissent pas, jamais, mais ils reculent à une distance supportable. Le calme qui s'installe n'est pas la paix d'un sommeil tranquille, mais la clarté qui vient après une tempête intérieure. La nuit sera encore longue et le froid de la pierre continuera de tester votre endurance physique. Mais la veillée n'est pas pour le corps, elle est pour l'âme. C'est un rituel pour se vider des distractions du monde, pour affronter les peurs nocturnes et pour se rappeler qu'avant l'armure et l'épée, il n'y a qu'un homme. Et c'est cet homme qui doit être assez fort pour porter le poids de tout cela quand le soleil se lèvera. La première lueur de l'aube perce l'obscurité de la chapelle. Ce n'est pas une lumière blanche et pure, mais une bande d'un bleu et d'un rouge profond qui se projette du vitrail, fendant l'air et peignant une tache colorée sur le sol de pierre. La bougie sur l'autel, votre compagne durant la longue nuit, lâche un dernier soupir de fumée et s'éteint, ne laissant derrière elle que l'odeur de la cire et le silence. Vous sentez un froid profond dans vos genoux, une douleur sourde qui semble s'être fondue avec les os. La veillée est terminée. Vous vous levez, et le mouvement est une négociation lente et douloureuse avec chaque muscle de votre corps. Votre dos craque, vos jambes tremblent sous l'effort de s'étirer après des heures dans la même position. Vous vous appuyez sur le pilier le plus proche, respirant profondément, sentant l'air glacial de la chapelle remplir vos poumons. Dans la faible lumière, vous regardez vos mains. Elles sont une carte de votre vie, traversée de cicatrices blanches et de cals épais. Chaque marque, un souvenir, une coupure d'une épée d'entraînement, une brûlure de la forge, une éraflure d'une chute. Vous marchez jusqu'à l'autel, vos pas résonnant doucement dans le vide. D'abord, vous prenez le home. Le métal est glacial au toucher, un objet inanimé qui, bientôt, deviendra votre monde. Ensuite, l'épée. Vous la tenez à deux mains, la lame pointée vers le sol. Le poids est familier, réconfortant. En ce moment de calme, l'acier ne semble pas être une arme, mais une extension de votre serment. C'est le poids physique de votre parole, de votre honneur, de la vie que vous avez choisie. Les peurs nocturnes et l'anxiété de la veillée n'ont pas disparu, mais elles semblent lointaines, observant de derrière un voile. Vous rengainez l'épée, le son du métal glissant contre le cuir est le seul bruit dans le silence. Il n'y a pas de prêtre pour vous bénir, ni de témoin pour valider votre engagement. Ceci est la part la plus secrète de la routine du chevalier. Le renouvellement silencieux des vœux, fait seulement pour soi-même. C'est une promesse d'affronter le jour, et tous les jours à venir, avec la même résolution. En ouvrant la lourde porte en bois, la lumière du matin vous aveugle un instant. L'air de la cour est frais et pur, et les premiers sons du château qui s'éveillent vous parviennent. La vie continue. Les cicatrices sur votre peau et dans votre mémoire sont la preuve que les promesses sont mises à l'épreuve et que la résistance a un coût. Mais à chaque aube, chaque fois que vous empoignez votre épée après une nuit de réflexion, vous choisissez de payer ce prix à nouveau. C'est ce qui vous définit. Non pas l'absence de douleur, mais la volonté de la supporter. Le soleil frappe votre aume avec l'ardeur d'un feu de forge. Vous entendez un bourdonnement sourd et constant, le son de la chaleur qui vibre dans l'air confiné autour de votre tête. Le métal de votre armure n'est plus une protection fraîche, mais une douce étuve qui vous enveloppe de sa chaleur. L'air que vous respirez est chaud et a le goût métallique de votre propre sueur. La route devant vous est un ruban de poussière blanche et éblouissante qui s'étend jusqu'à un horizon tremblant de chaleur. Le monde semble estompé et silencieux sous le soleil de midi. Les seuls sons sont le grincement rythmé du cuir de votre selle, le souffle lourd de votre cheval et le bourdonnement insistant des insectes qui dansent dans l'air pesant. C'est la patrouille, la part la moins noble et la plus ordinaire de la routine du chevalier. Votre corps tout entier aspire à l'ombre et à l'eau. Une goutte de sueur glisse sur votre front et entre dans votre œil, vous piquant. Vous clignez des yeux plusieurs fois, mais ne pouvez lever la main pour l'essuyer. Chaque mouvement est un effort calculé, une dépense d'énergie que vous ne pouvez vous permettre de gaspiller. La monotonie est une adversaire aussi redoutable que n'importe quel éclaireur. Pour combattre la torpeur, vous forcez vos yeux à scruter chaque détail du paysage, un bouquet d'arbustes, le vol d'un oiseau, la forme d'un nuage lointain. C'est un exercice pour garder l'esprit vif et l'anxiété à distance. À vos côtés, un autre chevalier chevauche en silence.
Le soleil se reflète sur son armure avec la même clarté implacable. Vous n'avez pas échangé un mot depuis des heures. Il n'y a rien à dire. De temps en temps, vos regards se croisent, et dans ce bref contact, il y a une entente complète, une communion de gêne et de devoir. Cette solitude partagée est l'une des sensations les plus singulières du Moyen-Âge. Être entouré de rien d'autre que de vastes étendues, et pourtant ne jamais être vraiment seul. Au loin devant vous, vous apercevez du mouvement. Un groupe de paysans travaillant dans un champ s'arrête un instant, redressant leur dos endolori pour observer votre passage. Ils ne font pas de signes, ils observent simplement, avec des expressions indéchiffrables. Pour eux, vous êtes des figures d'autorité, des symboles de protection ou d'oppression, selon le jour. Ils ne voient pas les hommes qui souffrent à l'intérieur des carapaces de métal. Ils ne voient que les chevaliers. Leur image s'efface derrière vous, tandis que vous poursuivez votre chemin. Le fardeau de la patrouille n'est pas seulement le poids de l'acier ou la chaleur du soleil, c'est le poids de cette invisibilité, d'être un gardien dont la souffrance est le prix silencieux de la paix des autres. Vous ne faites pas cela pour la gloire, vous le faites parce que cela doit être fait. Et cette simple vérité est, d'une certaine manière, ce qui vous empêche de céder à la chaleur et à la route sans fin. L'air est lourd, non pas de chaleur, mais d'une tension palpable, qui semble avoir sa propre forme et son propre poids. Vous êtes immobile à côté de votre Seigneur, debout dans un champ fraîchement labouré, l'odeur de la terre retournée forte dans l'air. Devant vous, à quelques mètres de distance, se tient un autre Seigneur, entouré de ses propres chevaliers. Les deux groupes se font face par-dessus une clôture en bois basse et mal faite, la frontière insignifiante devenue le centre de l'univers. Personne ne crie, personne ne tire une épée. La dispute se déroule d'un ton de voix bas et maîtrisé, mais l'hostilité est aussi claire qu'un étendard de guerre. Votre seigneur désigne un vieux chêne au sommet de la colline. L'autre seigneur secoue la tête en signe de dénégation, la mâchoire rigide. C'est une impasse d'orgueil, une danse dangereuse, où chaque mot peut être l'étincelle qui embrase le champ sec. Votre main repose nonchalamment sur le pommeau de votre épée. Le geste n'est pas agressif, mais une promesse silencieuse. Vos yeux ne se fixent sur personne, mais votre vision périphérique surveille chaque mouvement du groupe adverse. Un chevalier se gratte le nez, un autre ajuste sa ceinture. Des détails insignifiants qui, en cet instant, se chargent de sens. L'anxiété n'est pas une peur aiguë, mais une disponibilité froide et constante, un état d'alerte devenu votre nature. C'est la routine du chevalier dans sa forme la plus pure. S'attendre au pire, tout en espérant le meilleur. Le soleil commence à descendre, allongeant les ombres et peignant le ciel de couleurs douces qui contrastent brutalement avec la dureté de la scène. La discussion s'éternise, les mêmes mots étant répétés avec une obstination croissante. Vous sentez les muscles de votre dos se raidir. Rester immobile et alerte si longtemps est épuisant d'une manière qu'aucune patrouille ne peut l'être. C'est une guerre des nerfs, une de ces curiosités du Moyen-Âge que les livres d'histoire simplifient à l'extrême. L'honneur n'est pas seulement gagné au combat, mais défendu sur des champs boueux comme celui-ci. Puis, quelque chose change. L'autre seigneur crache par terre. C'est un geste bref, mais définitif. Votre seigneur, en réponse, se retourne et commence à repartir sans un mot de plus. La négociation est terminée. Vous le suivez, laissant l'autre groupe derrière vous. Aucune attaque n'a lieu. Pas une goutte de sang n'est versée. Mais vous savez que la dispute n'est pas terminée. Elle a seulement changé de forme. Tandis que vous vous éloignez, vous jetez un dernier regard en arrière. L'autre seigneur est toujours là, une silhouette sombre se découpant sur le soleil couchant. La question ne portait pas sur la terre. Il s'agissait de savoir qui céderait le premier, et personne n'a cédé. La nuit tombera sur une paix fragile, et la peur nocturne de tous en cette terre aura un nom et un visage bien défini. Un goût de poussière et d'excitation emplit votre bouche. Vous êtes à l'extrémité de la lys, le champ de joute, et le son de la foule est une rumeur continue, une vague sonore qui semble faire vibrer le sol. Votre cheval, paré des couleurs de votre seigneur, danse nerveusement sous vous, sentant l'effervescence dans l'air. Vous tenez la lance de bois, longue et pesante, et la calez sur le support de votre plastron. À l'autre bout de la piste, votre adversaire fait de même. Il est une silhouette floue d'acier et de couleurs vives, son visage entièrement dissimulé par son aume. Il n'est pas un ennemi, mais un compétiteur.
Aujourd'hui, vous vous battez pour la gloire, non pour des terres ou des vies. Mais la tension dans l'air est la même. Votre cœur bat fort contre vos côtes, un rythme puissant que vous seul pouvez entendre. Vous abaissez la visière de votre home. Le monde se rétrécit, votre vision se réduit à une fente étroite, et la rumeur de la foule devient un écho assourdi. Désormais, les seuls sons clairs sont votre propre respiration et le souffle impatient de votre monture. Vous vous penchez en avant, murmurant un mot apaisant à l'animal. Un contact des éperons. Le cheval s'élance. L'accélération vous presse contre la selle. Le sol devient une traînée floue de terre et d'herbe. Toute votre attention est portée sur la silhouette qui grandit rapidement devant vous. Le monde entier se résume à ce couloir étroit, à cet instant qui semble s'étirer et se comprimer à la fois. L'appréhension se mue en une concentration absolue. Il n'y a pas de place pour la peur, seulement pour l'instinct et l'entraînement. Le choc est puissant. Un fracas sec et puissant qui secoue tout votre corps. Vous sentez le bois de votre lance se briser en éclats contre son bouclier. Pendant une fraction de seconde, vous ne savez pas si vous allez tomber. Le monde tournoie et vous luttez pour rester en selle, vos muscles tendus à l'extrême par l'effort. Quand le cheval s'arrête enfin, vous réalisez que vous êtes toujours en selle. Vous relevez votre visière, le souffle court, la foule éclate en une nouvelle clameur. De l'autre côté de la lice, votre adversaire est aussi sur pied, ou plutôt à terre, aidé par ses écuyers. Vous avez remporté la passe ? Un sentiment de soulagement et d'euphorie vous envahit, mais il est fugace. Vous regardez les éclats de bois éparpillés sur la piste. Le tournoi est un jeu, une performance. Mais la douleur, le risque et le poids de l'acier sont toujours réels. C'est la vie de chevalier, un spectacle périlleux déguisé en sport. L'air à l'intérieur de la tente est lourd et exhale un étrange mélange de sueur, de cuir et l'arôme puissant et mentholé d'un liniment aux herbes. Le bruit de la foule au dehors semble lointain, un murmure étouffé par la toile épaisse. Vous êtes assis sur un banc en bois, le torse nu, tandis qu'un écuyer applique une pommade froide sur une ecchymose violacée qui s'épanouit sur votre épaule. La douleur est une pulsation sourde, un rappel physique de l'impact de la lance. Autour de vous, la tente est remplie d'autres chevaliers à divers stades de réparation. L'un d'eux se fait nettoyer une coupure avec du vin, son visage un masque de douleur contenue. Un autre, avec l'aide d'un forgeron, tente de redresser une pièce de son armure. Pas de longue conversation, juste des grognements de douleur, de brèves instructions et le son métallique des outils. C'est un sanctuaire de réparation, les coulisses de la gloire du tournoi. Votre adversaire de la dernière joute, l'homme que vous avez désarçonné, entre dans la tente en boitant. Il retire son home, révélant un visage jeune et en sueur. Un instant, vos regards se croisent. Nulle colère, nul ressentiment. Il hoche la tête en un geste de respect. Vous lui rendez son salut. Dans l'arène, vous êtes rivaux. Ici, dans la fraternité de la tente et du liniment, vous n'êtes que des hommes partageant la même douleur et le même métier. C'est l'une des curiosités du Moyen-Âge que peu de gens connaissent. La camaraderie qui naît de la confrontation. La vie de chevalier est une existence d'extrême, de solitude sur la route et de violence maîtrisée dans la lice. Mais dans ces moments, loin des yeux du public, un lien différent se crée. C'est un lien forgé, non par des serments ou le sang, mais par la compréhension mutuelle de ce qu'il en coûte de porter cette armure. L'écuyer termine, et vous vous levez, sentant vos muscles protester. Vous enfilez votre tunique par-dessus l'épaule endolorie, le tissu rêche frôlant la peau sensible. La journée de joute n'est pas encore terminée. Il y aura d'autres passes, d'autres lances brisées, d'autres ecchymoses à soigner. La routine du chevalier est implacable, même en temps de fête. En sortant de la tente, la lumière du soleil et le bruit de la foule vous atteignent de nouveau. Vous vous sentez étrangement calme, l'esprit détendu. La douleur à votre épaule est réelle, mais le poids de la solitude s'est un peu allégé. Savoir que vous n'êtes pas le seul à sentir l'acier, l'impact et l'épuisement rend le fardeau un peu plus léger. La force d'un chevalier ne réside pas seulement dans son habileté à combattre, mais dans sa capacité à se relever et à continuer, sachant que d'autres font exactement de même. Un goût amer de fumée stagnante se mêle au froid mordant que vous respirez. Vous êtes au sommet de la muraille, et le vent implacable de l'hiver traverse votre manteau de laine, comme s'il était fait de toile d'araignée. Le froid n'est pas seulement superficiel, il semble s'infiltrer dans vos vêtements, dans votre peau, un froid qui ronge les os et s'installe au plus profond de votre âme.
Vos doigts, même à l'intérieur des gants, sont engourdis. La nuit est incroyablement claire. Une lune pleine et pâle est suspendue dans le ciel noir, baignant le paysage enneigé d'une lumière fantomatique. Chaque arbre, chaque rocher projette une ombre nette et sombre. Le silence est presque absolu, rompu seulement par le hurlement sourd du vent et le son occasionnel de la neige tombant d'un parapet. C'est une beauté désolée et dangereuse. Votre patrouille sur la muraille est une marche lente et méthodique. D'avant en arrière, un chemin que vos pieds connaissent déjà par cœur. Chaque pas produit un son étouffé et craquant sur la fine couche de neige qui recouvre les pierres. Ce son, le rythme de vos propres pas, devient une sorte d'ASMR historique, un battement solitaire dans l'immensité silencieuse de la nuit. C'est un conte immersif, sans parole, où le protagoniste est le froid. Vous vous arrêtez et vous appuyez sur le créneau glacé. Le contact de la pierre froide est un choc même à travers le gant. Vos yeux balayent l'horizon. La routine du chevalier de garnison est une guerre contre la complaisance. L'esprit veut s'égarer, chercher la chaleur d'un foyer, la promesse d'un sommeil paisible. Mais vous le forcez à rester présent, à chercher le moindre mouvement, la moindre anomalie dans le paysage argenté. La peur nocturne, ici, n'est pas celle des fantômes, mais celle des torches qui bougent, là où elles ne le devraient pas. De temps en temps, vous croisez un autre garde, un échange de hochements de tête silencieux, un regard qui partage le même inconfort et la même détermination. Vous êtes des sentinelles solitaires, unis par la même mission. Ce calme forcé, cette vigilance constante, est une forme de relaxation profonde à l'envers. Au lieu de relâcher, vous tenez, vous serrez, vous gardez chaque sens en alerte maximale. L'anxiété est votre allié, ce qui vous maintient éveillé. Le froid fait traîner le temps. Chaque minute semble durer 1 heure. Vous soufflez dans vos mains, votre haleine se transformant en un nuage blanc que le vent dissipe instantanément. C'est la vie de chevalier, loin des chansons et des poèmes. C'est la résistance silencieuse contre les éléments, la discipline de rester quand tout en vous veut fuir. La force ne réside pas dans le combat, mais dans l'endurance. Le son des dés en os frappant le bois de la table est un claquement sec et creux qui tranche le murmure sourd du corps de garde. Vous tenez le petit gobelet en cuir dans votre main, le réchauffez un instant et le lancez. Les dés roulent, dansant sous la lumière vacillante du feu central, leurs faces marquées de points sombres, s'arrêtant sur un chiffre quelconque. Un grognement de frustration s'échappe de l'homme en face de vous, tandis qu'un autre rit doucement et ramasse quelques pièces de cuivre. L'air dans la petite pièce en pierre est dense, un mélange de fumée de bois humides, d'odeurs de cuir et d'hommes qui n'ont pas pris un bain décent depuis des semaines. La chaleur du feu peine à combattre le froid qui s'infiltre par les fentes des murs, mais elle suffit à garder les doigts assez agiles pour jouer. C'est un petit univers de lumière et de chaleur au milieu d'une nuit d'hiver rigoureux. Ce jeu est l'une des rares distractions autorisées. Une façon de briser la monotonie écrasante d'une garnison dans un avant-poste. La routine du chevalier, ici, est une succession de tours de garde, d'entretien de l'équipement et de longues heures d'attente. Le jeu ne concerne pas les pièces, qui sont peu nombreuses et sans valeur. Il s'agit de garder l'esprit occupé, d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer au-delà du froid et de l'anxiété constante de ce qui pourrait bouger dans l'obscurité du dehors. Vous observez les visages autour du feu. Les flammes peignent des masques de lumière et d'ombre sur des traits fatigués et barbus. Un jeune écuyer regarde le jeu avec des yeux écarquillés, fasciné. Un vétéran aux cheveux grisonnants semble presque endormi, mais sa main ne s'éloigne jamais du poignard à sa ceinture. Chacun gère l'ennui et la tension à sa manière. C'est une fraternité forgée non dans la gloire, mais dans le partage de la même attente interminable. Le jeu continue, le son des dés devenant un rythme familier, presque un ASMR historique qui apaise les nerfs. C'est une narration calme, où la seule tension est le prochain lancé. Pendant quelques heures, le monde se résume à ce petit cercle de lumière. Les problèmes des seigneurs et des royaumes, les querelles pour les terres, tout cela semble lointain et sans importance. Quand vient enfin votre tour de retourner sur la muraille, vous vous levez et laissez vos quelques pièces sur la table. Le froid vous frappe comme une gifle en sortant de l'abri. Mais, étrangement, vous vous sentez un peu plus léger. Ce n'est pas une détente profonde, ni la promesse d'un sommeil paisible.
C'est juste la petite victoire d'avoir passé quelques heures de plus, sans laisser le silence et l'obscurité vous consumer de l'intérieur. L'odeur des herbes amères et du tissu humide domine vos sens. Vous êtes allongé sur un lit de paille, mais ne ressentez pas l'inconfort habituel. Votre corps semble étrangement léger, flottant dans une brume de chaleur et de froid qui alterne sans préavis. La lumière qui pénètre par une petite fenêtre à barreaux, elle est faible, mais elle blesse tout de même vos yeux. Une fièvre vous cloue à ce lit. Vous essayez de vous souvenir comment vous êtes arrivé ici, mais les souvenirs sont des fragments décousus. Le froid de la pluie lors d'une patrouille, un frisson qui ne passait pas, et puis l'obscurité. Maintenant, la réalité est cette petite chambre dans l'infirmerie du château. Un lieu qui sent la maladie et les remèdes. Vos oreilles captent le son doux d'un pilon broyant des herbes dans un mortier. Un ASMR historique qui est à la fois apaisant et un rappel de votre fragilité. Une femme d'âge mûr, au visage marqué par l'inquiétude et le manque de sommeil, s'approche. Elle ne dit rien. Elle pose simplement un linge humide sur votre front. Le choc froid est un soulagement momentané dans l'océan de chaleur qui vous consume. Elle se déplace avec une efficacité silencieuse, changeant vos draps en sueur, vous offrant une tasse d'une tisane amère qui vous brûle la gorge en descendant. Votre corps, habituellement un outil de force et de résistance, est maintenant votre ennemi. Chaque muscle est douloureux. L'armure que vous avez l'habitude de porter semble un poids insignifiant comparé à la faiblesse qui vous domine maintenant. C'est une bataille différente de toutes celles que vous avez déjà affrontées. Il n'y a pas d'adversaire visible, aucune stratégie à suivre. L'anxiété ici est brute, dépouillée, de tout but noble. C'est la peur primordiale du corps qui défaille. Le temps perd son sens. Les heures se fondent en un cycle de sommeil fiévreux et de brefs moments de conscience. Parfois, vous entendez les sons lointains de la vie du château, la sonnerie d'une trompette, le bruit de la forge, et ils semblent appartenir à un autre monde, une vie qui n'est plus la vôtre. La relaxation profonde que vous recherchez, tant lors des nuits d'insomnie, est maintenant un état forcé, une reddition du corps que l'esprit peine à accepter. Dans un moment de lucidité, vous regardez vos mains qui reposent inertes à vos côtés. Ces mêmes mains qui ont brandi une épée et tenu les rênes d'un cheval de guerre tremblent maintenant au moindre effort. C'est l'une des plus dures ironies du Moyen-Âge. Un chevalier, symbole de force, peut être terrassé non par une lance, mais par quelque chose d'invisible qui s'installe dans son sang. Et la seule armure qui reste est l'obstination de continuer à respirer. Votre main est posée sur l'épaule d'un homme. Vous sentez la chaleur de sa fièvre à travers le tissu fin de la chemise, une chaleur qui semble dérober la force de vos propres bras. Cet homme est un chevalier comme vous, un frère d'armes avec qui vous avez partagé le pain et le péril. À présent, il repose sur un lit à l'infirmerie, les yeux clos, sa respiration un souffle faible et irrégulier, unique bruit dans la chambre silencieuse. L'odeur des herbes médicinales et de la maladie flotte dans l'air, une senteur que vous avez appris à associer à l'impuissance. Vous contemplez son visage, pâle et couvert de sueur, les traits tirés par l'inquiétude et les cicatrices qui racontaient l'histoire de sa vie de chevalier sont maintenant adoucis par l'inconscience. Il paraît plus jeune, plus vulnérable. La scène est l'une des épreuves les plus rudes du Moyen-Âge. Voir la force anéantie par un ennemi qui ne se combat pas à l'épée. Vous êtes là, debout, près du lit, depuis un temps que vous ne sauriez mesurer. Dehors, la vie du château suit son cours, mais ici, à l'intérieur, le temps s'est suspendu. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Le guérisseur a déjà administré ses tisanes et ses onguents. Le prêtre a déjà fait ses prières. Désormais, il ne reste que l'attente, une veille bien plus poignante que toutes celles que vous avez connues dans la froideur d'une chapelle. L'anxiété est un nœud qui vous serre l'estomac. Vous regardez votre propre main sur son épaule, une main forte et calleuse, et vous vous sentez inutile. Vous, qui fûtes entraîné pour protéger, agir et combattre, vous voilà réduit à n'être qu'un observateur silencieux. Telle est la véritable épreuve du chevalier. Non pas l'affrontement sur le champ de bataille, mais l'acceptation des limites de son pouvoir. En silence, vous adressez votre propre prière. Ce n'est pas une prière formelle, faite de mots convenus. C'est un appel muet, un flot de pensées et de souhaits adressé à toute force qui pourrait l'entendre. Vous implorez pour sa vie,
pour la chance de chevaucher à ses côtés une fois encore, de partager une autre plaisanterie grivoise au coin du feu. C'est un récit poignant d'espoir contre toute vraisemblance. Lorsque vous vous retirez enfin, la chaleur de sa fièvre semble s'être transférée à votre main. C'est un fardeau que vous emporterez avec vous. Dans la vie de chevalier, vous apprenez à surmonter la perte de vos compagnons d'armes. Mais cette attente silencieuse, cette lutte menée dans une chambre obscure contre un adversaire invisible, enseigne une toute autre leçon. Elle enseigne que le plus grand courage, parfois, consiste simplement à rester auprès de quelqu'un et à ne pas détourner le regard. Le son qui vous réveille n'est pas une alarme, mais le grondement sourd et insistant de votre propre estomac. C'est une sensation familière, un vide douloureux, devenu votre compagnon constant ces dernières semaines. Vous vous asseyez sur votre lit de paille, dans le dortoir, sombre et froid, et la première chose que vous sentez est un léger vertige, une protestation du corps contre le manque de nourriture. Le siège dure déjà plus longtemps que quiconque ne l'avait prévu. Les réserves de grains sont dangereusement basses. Le repas de la veille était une soupe claire avec quelques morceaux de pain vieux et dur. L'odeur de nourriture, qui emplissait autrefois le château, a été remplacée par une senteur de moisie et de désespoir. C'est la faim lente, un ennemi qui n'attaque pas avec des épées, mais qui ronge de l'intérieur. Vous vous levez et enfilez vos vêtements. Chaque mouvement semble exiger un effort plus grand que la normale. Votre ceinture, autrefois parfaitement ajustée, a maintenant plusieurs trous supplémentaires, improvisés avec la pointe d'un couteau. Vous croisez d'autres chevaliers, et leurs visages ont la même apparence décharnée que vous imaginez être la vôtre. Les yeux sont plus cernés, les joues plus creuses. Personne ne se plaint. La plainte est un luxe que la faim ne permet pas. La routine du chevalier continue, mais dans une version plus lente et plus sombre. Vous vous entraînez encore, mais les coups d'épée en bois sont plus faibles. Vous patrouillez encore sur les remparts, mais vos pas sont plus lents. L'anxiété a désormais une source physique, une douleur constante qui obscurcit la pensée et raccourcit la mèche de la patience. Détendre l'esprit est impossible quand le corps est dans un état d'alerte constant. Du haut de la muraille, vous observez le camp ennemi. Il semble lointain, presque irréel. La véritable bataille n'est pas au dehors, mais ici, à l'intérieur, dans la lutte quotidienne contre la faiblesse et le désespoir. Vous voyez un groupe de villageois, réfugiés dans le château, partageant un morceau de pain entre plusieurs enfants. Cette vision vous serre le cœur d'une manière qu'aucune menace de bataille n'avait jamais fait. La faim est la plus cruelle des épreuves du Moyen-Âge. Elle met tous les hommes au même niveau. Peu importe que vous soyez un chevalier en armure étincelante ou un paysan en haillons, à l'intérieur des murs d'un château assiégé, tous partagent le même estomac vide, et vous réalisez que la véritable force n'est pas la capacité de brandir une épée, mais celle de regarder une assiette presque vide et d'y trouver encore la volonté de se battre un jour de plus. Vous sentez d'abord la vibration, un frémissement subtil qui monte par la semelle de vos bottes et parcourt vos jambes. Vous êtes sur la muraille, et un instant, vous pensez que c'est simplement votre fatigue, le vertige de la faim. Mais ensuite vient le son. C'est un gémissement profond et prolongé du bois sous tension, suivi d'un claquement qui résonne dans la vallée. Sur la muraille, tout le monde s'immobilise. Les conversations s'arrêtent. Les regards se tournent vers le camp adverse. Là, au loin, vous l'apercevez. Une structure impressionnante de bois, une machine de siège qu'ils ont bâtie ces dernières semaines. Le bras gigantesque du trébuchet bascule en arrière, lent et inexorable. Des hommes s'affairent à sa base, pareils à des fourmis. Le silence qui suit le claquement est le plus intense. C'est un silence chargé d'attente, un vide que l'air semble vouloir combler avec force. L'appréhension devient une chose physique, une pression sur la poitrine. Puis, le grondement. Le bras de la machine s'élance vers l'avant, avec une vitesse surprenante, et une pierre de la taille d'un petit homme est projetée dans le ciel. Vous la suivez du regard. Un point sombre qui monte, atteint son apogée dans un silence suspendu, puis entame sa descente. Le son qu'elle produit en fendant l'air est un sifflement aigu qui semble vous être destiné. Vous ne bougez pas. Il n'y a nulle part où aller. La routine du chevalier en temps de siège est d'accepter que son destin est, en grande partie, hors de son contrôle. Vous vous baissez simplement d'instinct, vous préparant à l'impact. La pierre frappe la muraille à une 50aine de mètres de vous. Le fracas est assourdissant,
et une pluie d'éclats de pierre et de poussière explose dans l'air. Le sol tremble sous vos pieds. Lorsque la poussière retombe, vous voyez les dégâts. Une brèche dans le créneau, des pierres fissurées. Personne n'a été touché cette fois. Un soupir collectif de soulagement parcourt la ligne des défenseurs, mais tous savent que ce n'était que le premier lancé. Il y en aura d'autres. Le son de cette machine de siège deviendra la bande sonore de vos journées et nourrira vos craintes nocturnes. Détendre son esprit devient une tâche herculéenne. Vous vous forcez à respirer, à calmer votre cœur qui bat à tout rompre. La vie de chevalier, vous le réalisez, ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur. C'est sentir le sol trembler sous vos pieds, voir la destruction approcher, et, malgré tout, rester à son poste. Car reculer n'est pas une option. L'odeur de poussière de pierre et de solennité flotte dans l'air. Vous êtes posté derrière une barricade improvisée de bois et de débris, juste devant la brèche que les engins de siège ont enfin dessinée dans la muraille. L'ouverture dans le mur est comme un passage, prêt à révéler ce qui reste de la défense du château. La lumière de l'aube qui la traverse est grise et paisible. Votre cœur bat à un rythme régulier et profond, un écho sourd qui résonne doucement dans votre aume. Votre respiration est calme et profonde. Chaque muscle de votre corps est attentif, un ressort prêt à se détendre avec grâce. Vous tenez votre épée avec une prise ferme et assurée, vos doigts posés avec confiance sur la garde. La sensation de faim a laissé place à une vague de concentration, une énergie tranquille qui est la force intérieure de votre corps. Puis, vous entendez le son d'une unique trompette, une note longue et claire qui perce le silence attentif. C'est le signal. Le moment est venu. Immédiatement, au son de la trompette répond une clameur venue de l'autre côté de la brèche. Un son puissant et profond de centaines d'hommes s'élançant avec détermination. L'attente se transforme en une profonde concentration qui parcourt votre être, mais seule la concentration a sa place. Vous levez votre bouclier. À vos côtés, d'autres chevaliers et compagnons d'armes font de même, formant un mur d'acier et de bois. Nul besoin d'échanger des regards, nul besoin de paroles d'encouragement. Le seul son de votre côté est le murmure métallique des armures qui s'ajustent et le souffle collectif de respiration calme. C'est le calme qui précède l'instant décisif, un moment de concentration absolue avant l'action. Les premières silhouettes apparaissent dans la brèche, des ombres calmes se découpant sur la lumière du matin. Ils s'avancent vers vous, tenant haches et épées. Le premier contact sur votre mur de bouclier est une vibration profonde qui fait onduler le sol sous vos pieds. Le son devient une mélodie de clameur, le chant du métal contre le métal et le rythme sourd des coups sur les boucliers de bois. La vie de chevalier, toute votre routine d'entraînement et de patrouille, converge vers cet instant, à protéger ce petit lopin de terre. Il n'y a pas de place pour la pensée, seulement pour le mouvement. Parer, répondre, tenir. Vous devenez partie d'un ensemble plus grand, un balai de défense mu par la quiétude et le devoir. Le monde se rétrécit et tout ce qui existe est la silhouette devant vous et la simple mission de garder la ligne. Le goût de l'effort et de la concentration se mêlent dans votre bouche. L'air est dense et profond, lourd de l'intensité du moment et de la poussière soulevée. Vous êtes complètement immergé dans le mouvement, un tourbillon de présence, d'acier et de son feutré. La ligne de protection s'est ouverte et maintenant, le défi est une série de balais individuels, une mer de silhouettes se mouvant avec grâce dans l'espace étroit de la brèche. Votre vision, déjà guidée par le casque, devient un tunnel focalisé sur l'instant présent. Il n'y a plus de stratégie, plus de formation, juste l'instinct de continuer. Vos bras sont lourds d'une douce fatigue, le bouclier, bien que pesant, semble n'être qu'une extension de votre volonté. Chaque parade que vous effectuez envoie une onde de résonance le long de votre bras. La sensation, cependant, est un point de concentration, une ancre dans la tempête de l'action. Vous faites un pas en arrière et votre pied trouve un appui inattendu. Pour une seconde surprenante, vous cherchez votre équilibre. Le monde danse et vous apercevez le ciel gris pour une fraction de seconde avant de retrouver votre stabilité. Dans ce bref instant, une prise de conscience vous traverse, la conscience de l'importance de rester debout, de ne pas se laisser emporter par le flot. Mais il n'y a pas de temps pour la pensée. Un mouvement se dirige vers vous, et vous levez votre bouclier juste à temps. Les sons se fondent en un seul murmure blanc et enveloppant.
des éclats de voix déterminés, des soupirs d'effort, le contact rythmé du métal. C'est une mélodie historique d'une intense présence, une immersion sensorielle qui calme l'esprit et laisse place à l'instinct poli par l'expérience. Vous bougez par réflexe, vos muscles exécutant les gestes qui y ont été gravés par des années de pratique. La danse du chevalier, répétée dans des cours ensoleillés, trouve maintenant son rythme dans la chaleur de l'instant. Vous ne savez pas depuis combien de temps vous êtes là. Minute ou heure, le temps a perdu son sens. Votre seul but est de vivre la seconde suivante et celle d'après. Vous croisez le regard d'un autre derrière un casque, ses yeux grands ouverts de concentration ou de quiétude. Vous ne sauriez le dire. Et puis il s'efface, remplacé par un autre. Dans ce flux, il n'y a ni recherche de gloire ni d'honneur. Il y a seulement le besoin profond de persévérer. D'étendre l'esprit est un rêve lointain. Le seul calme possible est celui qui vient de l'apaisement total, lorsque le corps continue de bouger même après que l'esprit se soit abandonné au flux. Et, au milieu de ce mouvement intense, vous réalisez que la voie du chevalier n'est pas définie par les triomphes, mais par la capacité à traverser l'épreuve et à rester toujours présent. Le silence est la première chose que vous remarquez. Un silence lourd, anormal, qui semble absorber tous les autres sons. Le fracas de la bataille s'est dissipé, remplacé par un bourdonnement sourd dans vos oreilles et les plaintes lointaines des blessés. Vous marchez lentement dans la cour du château, et l'odeur métallique et terreuse qui monte du sol est envahissante. Le soleil est bas sur l'horizon, teintant le ciel d'un rouge maladif qui se reflète dans les flaques éparpillées sur le sol. Vous évitez les corps inertes, les boucliers brisés et les armes abandonnées. Chaque pas est prudent, comme si vous craigniez de troubler le sommeil terrible qui s'est abattu sur les lieux. Vous ne portez pas votre heaume. Vous voulez sentir l'air, aussi lourd soit-il. Votre corps tout entier est endolori. Non pas la douleur aiguë d'une blessure, mais une douleur profonde et épuisée qui s'installe dans chaque muscle, dans chaque articulation. Vous voyez des visages que vous connaissiez, des hommes avec qui vous avez partagé des plaisanteries et des repas. Maintenant, ils gisent immobiles, leurs histoires interrompues. Vous vous arrêtez à côté d'un jeune écuyer, celui-là même qui vous a un jour aidé à revêtir votre armure. Cette vision vous serre la poitrine, une douleur dont aucune armure ne peut protéger. L'anxiété de la bataille a disparu, mais ce qui reste à sa place est quelque chose de plus creux, de plus durable. Un sentiment de perte si vaste que votre esprit refuse de le saisir pleinement. D'étendre son esprit est une impossibilité. Au lieu de cela, l'esprit se referme, se protège d'une couche de torpeur. C'est la seule façon de continuer à marcher, de continuer à respirer. Vous voyez d'autres survivants se déplacer dans la cour comme des fantômes. Certains cherchent des amis, d'autres fixent simplement le vide, leur visage un masque de stupeur. Il n'y a pas de célébration pour la victoire, il n'y a aucune joie d'avoir repoussé l'attaque. Le coût a été bien trop élevé. L'une des plus sombres curiosités du Moyen-Âge est celle-ci. La victoire et la défaite ont parfois la même apparence. Vous vous asseyez enfin sur une marche en pierre, loin du pire du carnage. Vous prenez votre tête entre vos mains, le poids du jour, de la bataille, de tout s'abattant sur vous. La routine du chevalier le prépare à combattre, mais rien ne le prépare au silence qui suit. Et c'est dans ce silence que vous comprenez que les véritables cicatrices de la guerre ne sont pas celles qui marquent la peau, mais celles qui se gravent dans l'âme, invisibles pour tous, sauf pour vous. Le son d'une enclume frappant le métal résonne dans la cour, un rythme lent et las qui ressemble à une complainte. C'est le son de la reconstruction, du lendemain. Vous êtes assis sur le seuil de l'atelier du forgeron, et la chaleur qui émane de la forge est un réconfort bienvenu pour vos muscles endoloris. Dans vos mains, vous tenez ce qu'il reste de votre bouclier. Le bois est fissuré en plusieurs endroits, le revêtement de cuir est déchiré, et l'emblème de votre seigneur est presque méconnaissable sous une couche de suie et de marques de coups. Vous passez vos doigts sur les fissures profondes, sentant les échardes et les bords tranchants. Chaque marque est un coup qui ne vous a pas atteint. Le poids du bouclier brisé dans votre main est le poids de votre propre survie. Le forgeron, un homme imposant aux bras comme des troncs d'arbres, s'approche et regarde le bouclier dans vos mains. Il ne dit rien. Il se contente de prendre l'objet détruit, l'examine un instant et le jette sur une pile d'autres boucliers et armures endommagés. Le son de votre bouclier rejoignant les autres est un bruit sourd et final.
Il se retourne ensuite et désigne du menton un bouclier neuf appuyé contre le mur. Vous vous levez et prenez le nouveau bouclier. Le bois est lisse, le cuir est tendu et l'emblème est peint de couleurs vives. Il est lourd, mais d'une bonne manière, un poids de promesse et de potentiel. La routine du chevalier est un cycle de destruction et de renouveau. Vous combattez, vous vous brisez, puis vous vous réparez pour combattre à nouveau. L'anxiété que vous ressentez n'est pas de la peur, mais un profond épuisement. L'idée de devoir traverser tout cela à nouveau est un lourd fardeau. Détendre l'esprit semble impossible. Le sommeil paisible de la nuit dernière a été hanté par des images du tumulte. Mais ici, dans l'atelier bruyant, en observant le forgeron travailler, il y a un calme étrange. Le son rythmé du marteau, l'éclat du métal chaud, la création de quelque chose de nouveau à partir du feu et de l'effort. C'est un rappel que les choses peuvent être réparées, que la force peut être à nouveau forgée. Vous attachez le nouveau bouclier à votre bras, l'ajustement est parfait. C'est un objet étranger, sans histoire, sans cicatrice. C'est à vous de lui donner ses marques. En quittant l'atelier, vous respirez profondément l'air du matin. La vie de chevalier, c'est porter le poids des boucliers brisés du passé, tout en brandissant un nouveau pour affronter l'avenir. Et c'est une tâche qui ne finit jamais. Vous vous sentez étrangement exposé. La tunique de soie et de velours que vous portez est légère et douce contre la peau. Un contraste saisissant avec le poids familier et la rudesse de la cotte de maille. Vous ne portez pas d'épée à la taille, seulement une dague ornementale qui serait inutile dans un véritable affrontement. Votre corps, libéré de son armure, semble vulnérable, et chaque son dans le couloir du château ennemi résonne comme une menace directe. Vous êtes ici en tant que membre d'une délégation de paix, un émissaire envoyé pour négocier les termes de la reddition après l'échec du siège. L'air dans le château de votre ancien adversaire sent l'encens et le vin coûteux. Une tentative de masquer l'odeur de la pierre humide et de la défaite. Vous marchez sur d'épais tapis qui étouffent vos pas, un luxe qui semble presque offensant après des semaines passées à fouler la terre battue et les décombres. Les murs sont ornés de tapisseries colorées, dépeignant des scènes de chasse et de banquets. Partout, il y a des gardes. Ils portent des armures polies et tiennent des hallebardes. Ils ne vous regardent pas directement, mais vous sentez leurs yeux suivre chacun de vos mouvements. L'hostilité n'est pas ouverte, mais elle est présente dans l'air, un courant électrique sous la surface d'une hospitalité forcée. L'anxiété est un nœud froid dans votre estomac. La routine du chevalier en temps de guerre est claire. Celle du diplomate est un labyrinthe de nuances et de dangers invisibles. On vous conduit dans une salle où le seigneur ennemi vous attend. Il est assis sur une chaise haute, entouré de ses conseillers. Le sourire sur son visage n'atteint pas ses yeux. La conversation qui s'ensuit est une partie d'échec verbal, où chaque mot est une pièce déplacée avec soin. Vous gardez une expression neutre, votre posture droite. Vous représentez votre seigneur, et tout signe de faiblesse ou de peur serait une trahison. Détendre son esprit est impossible. Vous êtes en territoire hostile, désarmé, entouré d'hommes qui, il y a quelques jours à peine, souhaitaient votre fin. Ce conte immersif traite de la tension d'un autre type de bataille. Une bataille menée avec des mots plutôt qu'avec de l'acier. Lorsque la réunion se termine et que l'on vous escorte à l'extérieur, vous ressentez un immense soulagement en voyant la lumière du jour et les portes du château s'ouvrir. L'inconfort de la soie rappelle que l'armure d'un chevalier n'est pas seulement une protection physique. Elle est aussi une barrière psychologique, un symbole de force qui, une fois retiré, vous laisse vous sentir dangereusement humain. Le goût du vin est riche et fruité sur votre langue, mais vous le sentez à peine. Votre attention est entièrement tournée vers l'homme assis de l'autre côté de la table polie. Le seigneur du château ennemi sourit, mais ce sourire n'est qu'un masque fin dissimulant une expression de calcul froid. La salle d'audience est silencieuse, à l'exception du crépitement du feu dans la cheminée et du doux bruit du vin que l'on sert. La guerre se joue désormais ici, non pas avec le fracas de l'acier, mais avec le poids des mots et la pression des regards. Chaque phrase que vous prononcez est mesurée, chaque geste est délibéré. Vous parlez de frontières et de compensation, mais les vrais mots concernent le pouvoir, la fierté et le souvenir encore vif des morts des deux camps. Vous sentez une sueur froide perler dans votre dos, sous votre tunique de soie. Le Seigneur se penche en avant, ses yeux plantés dans les vôtres. Il fait une offre, ses paroles sonnent généreuses,
Mais vous percevez le piège qui s'y cache. C'est une tentative pour diviser vos alliés, pour semer la méfiance. Votre esprit, entraîné à lire le champ de bataille, doit maintenant déchiffrer les tactiques d'une négociation. L'anxiété est une corde tendue, vibrant au rythme de la tension dans la pièce. La vie de chevalier vous a enseigné le courage, mais cette situation exige une autre forme de bravoure. Vous répondez calmement, votre voix ferme et posée. Vous déjouez son piège avec une contre-proposition qui semble raisonnable, mais qui protège secrètement les intérêts de votre propre seigneur. C'est une danse dangereuse, un duel de volonté. Les conseillers autour de la table observent en silence, leurs visages semblables à des statues de pierre. Ils sont le public de cette arène sans sang. Détendre son esprit est une trahison. Vous devez être plus alerte ici que lors de n'importe quelle patrouille. De nuit. Un faux pas, un mot mal choisi, et vous pourriez raviver le conflit qu'on a eu tant de mal à contenir. C'est l'une des sensations les moins connues du Moyen-Âge. L'épuisement mental d'une diplomatie à haut risque, où l'honneur de royaumes entiers repose sur vos épaules. Finalement, après ce qui semble être une éternité, le seigneur se rassied dans son fauteuil et hoche la tête. Un accord a été conclu. Une paix fragile a été achetée. En vous levant pour partir, vos jambes sont un peu tremblantes. Vous réalisez que la guerre menée avec des mots peut être aussi épuisante que n'importe quelle bataille physique. Et les cicatrices qu'elle laisse, bien qu'invisibles, sont tout aussi profondes. L'odeur du pain et de la terre humide est forte et emplit vos poumons à chaque inspiration. Vous êtes au cœur d'une forêt ancienne, où la lumière du soleil peine à percer la canopée dense des arbres, créant un crépuscule perpétuel. Le silence ici est différent du silence d'un château. C'est un silence vivant, rempli du bourdonnement des insectes, du bruissement des feuilles et du craquement occasionnel d'une branche qui se brise sous le poids d'un animal invisible. Vous et un petit groupe d'hommes êtes immobiles, attendant. La chasse est une partie de la routine du chevalier que beaucoup considèrent comme un sport, un loisir. Mais pour vous, elle porte la même tension qu'une patrouille en territoire ennemi. La forêt est neutre, elle ne se soucie ni des titres, ni des blasons. Ces dangers sont tout aussi réels. Soudain, le silence est rompu. Le son d'un corps de chasse résonne au loin, une note longue et profonde qui se répercute entre les arbres. C'est l'appel. La proie a été aperçue. Immédiatement, l'air s'emplit d'une nouvelle énergie. Les chiens de chasse, jusqu'alors couchés et calmes, se lèvent en un instant, les oreilles dressées, leur corps frémissant d'anticipation. Vous montez sur votre cheval, le cuir de la selle grinçant sous votre poids. Votre main tient fermement les rênes. Pas d'armure complète aujourd'hui, seulement un pourpoint de cuir et une épée à la taille, permettant une plus grande agilité. L'anxiété de l'attente se transforme en l'adrénaline de la poursuite. Un autre son de corps, plus proche cette fois, indique la direction. La chasse commence. Vous galopez à travers la forêt, évitant les branches basses et sautant par-dessus les grosses racines qui saillent du sol. C'est une course dangereuse et exaltante. Les aboiements des chiens, devant vous, sont votre guide. Le monde devient un flou de vert et de brun, et votre concentration se résume à garder le contrôle de votre cheval et à suivre les sons. Ce conte immersif n'est pas sur la guerre, mais la sensation est similaire. C'est l'émotion de la poursuite, l'épreuve d'habileté et de courage, l'abandon total à l'instant présent. Détendre l'esprit est impossible. Au contraire, chaque sens est aiguisé au maximum. La vie de chevalier, réfléchissez-vous, est faite de ces pics d'intensité, que ce soit dans une bataille ou lors d'une chasse. C'est dans ces moments que vous vous sentez le plus vivant. Le son de votre propre cœur qui bat est la seule chose que vous entendez. Vous êtes blotti derrière un massif de fougères, le parfum de la terre humide et des feuilles mortes emplit vos narines, l'arc en bois est ferme dans votre main, la corde tendue au maximum, la pointe de la flèche alignée avec votre œil. Vos muscles des bras et du dos protestent contre la tension. Une brûlure née de l'effort de maintenir la posture. À quelques mètres de là, dans une clairière, se trouve la proie. Un grand cerf s'éboie comme une couronne de branches sèches. Il s'abreuve à un petit ruisseau, inconscient de votre présence. La lumière du soleil filtrant à travers les feuilles illumine son pelage, le faisant scintiller. C'est une image d'une beauté sauvage et sereine, un moment de paix que vous êtes sur le point de briser. Le monde entier se rétrécit et se résume à cette petite scène
Vous, la flèche et le cerf. Le reste de la forêt, les autres chasseurs, tout disparaît. C'est le calme intense, un moment de concentration absolue qui frôle la méditation. C'est une détente profonde qui naît de la tension maximale. Votre souffle est suspendu, votre corps est immobile. Le moindre mouvement, le moindre son, et l'instant sera perdu. L'anxiété ici ne vient pas de la peur, mais de l'exigence de la performance. La responsabilité d'un tir précis pèse sur vous. Un tir net est une question d'habileté et de respect. Un mauvais tir signifie la souffrance pour l'animal et la honte pour le chasseur. La routine du chevalier, qui implique force et brutalité, exige aussi cette précision et ce contrôle. Vous attendez le moment parfait. Le cerf lève la tête. Ses oreilles s'agitent pour capter les bruits de la forêt. Pendant un instant, ses yeux semblent croiser les vôtres, et un frisson parcourt votre échine. Mais ce n'est qu'une impression. Il se remet à boire, détendu. C'est maintenant. Vous relâchez votre souffle, et, dans le même instant, vous lâchez la corde de l'arc. Le son de la corde qui vibre est un bourdonnement bas et rapide, presque inaudible. La flèche disparaît de votre vue, un trait flou qui franchit la distance en un clin d'œil. Le son de l'impact est un bruit sourd et creux. Le cerf fait un bond, court sur quelques mètres et s'effondre. Le calme revient dans la clairière, maintenant plus lourd et définitif. Vous vous levez, sentant la tension quitter enfin vos muscles. La chasse est terminée. Et avec elle, un cycle de vie et de mort s'est accompli, une des vérités les plus fondamentales et brutales du Moyen-Âge. Le son des flûtes et des luttes emplit la grande salle, une mélodie entraînante qui invite au mouvement. L'air est chaud, lourd des senteurs de parfums, de cire de bougie et de vin renversé. Vous êtes au milieu de la salle, faisant partie d'une longue file de couples qui se meuvent dans une danse chorégraphiée. La main de votre partenaire, une dame de la cour vêtue d'une robe de soie bleue, est légère et fraîche dans la vôtre. Vos pieds suivent un schéma que vous avez appris à contre-cœur. Pas, pas, pirouette. Pas, pas, révérence. C'est un type de discipline complètement différent de celui auquel vous êtes habitué. Il n'y a pas la menace de la douleur physique, mais la peur d'un faux pas, de paraître maladroit sous les regards attentifs de la cour, est une pression réelle. La routine du chevalier, si axée sur la force, semble inappropriée ici. Vous vous sentez raide et déplacé dans vos habits de fête. Le tissu fin et les couleurs vives sont à l'opposé de votre armure fonctionnelle et sombre. La sueur commence à perler sur votre front, non seulement à cause de la chaleur de la salle, mais aussi de l'anxiété de bien paraître. C'est une arène aussi compétitive que la lisse d'un tournoi, mais les armes sont la grâce, l'éloquence et l'habileté à naviguer dans les règles sociales complexes. La musique s'accélère. Les pirouettes deviennent plus rapides. Vous vous concentrez pour suivre le rythme, pour imiter les mouvements de votre partenaire. Pendant un instant, vous vous perdez dans la musique et le mouvement. Le monde extérieur, avec ses guerres et ses devoirs, disparaît. Il n'y a que la chaleur des corps qui dansent, l'éclat des bougies et le son de la mélodie. C'est un rare moment de détente profonde, trouvé dans l'endroit le plus improbable. Quand la musique se termine enfin, vous faites une révérence. Maladroite, et votre partenaire sourit. C'est un sourire sincère, et pendant un instant, vous vous sentez comme un homme ordinaire. Pas un chevalier chargé de responsabilité. Vous la raccompagnez à sa place, sentant les regards de la cour sur vous. La danse est l'une des curiosités du Moyen-Âge. Un théâtre social où des alliances se forment et des réputations se construisent ou se détruisent. Pour vous, c'est une épreuve étrange, mais aussi une pause bienvenue face à la rudesse de votre vie. Et, alors que vous vous retirez dans les ombres de la salle, vous réalisez que la force d'un chevalier ne réside pas seulement dans sa capacité à se battre, mais aussi dans sa capacité à s'adapter et à survivre dans des mondes très différents du champ de bataille. Le goût sucré de l'hydromel est encore sur vos lèvres, mais votre esprit est loin de la boisson. Vous êtes adossé à un pilier de pierre, dans l'ombre de la grande salle, observant le tourbillon de couleurs et de sons du banquet. La musique est forte, les rires sont éclatants, mais votre attention est portée sur une seule personne. La dame en bleu, votre partenaire de danse. Elle est assise à la table de sa famille, conversant avec un noble plus âgé, probablement son père ou un prétendant arrangé. Elle sourit et salue de la tête, jouant son rôle à la perfection. Mais de temps en temps, son regard dévie, balayant la salle, cherchant quelque chose, ou quelqu'un. Et puis, l'espace d'une fraction de seconde, ses yeux
rencontre les vôtres. À cet instant, le bruit de la salle semble s'évanouir. C'est un moment de connexion silencieuse, un regard volé qui porte en lui un univers de signification. En lui, il y a la promesse de quelque chose qui ne peut être dit à voix haute, une curiosité mutuelle, une étincelle d'intérêt qui défie les règles strictes de la cour. Mais il y a aussi un danger aussi réel que celui d'une épée dégainée. Elle détourne la première le regard, reportant son attention sur la conversation, mais vous apercevez une légère rougeur sur ses joues. Votre cœur, qui était calme, bat maintenant un peu plus vite. L'anxiété que vous ressentez n'est pas celle du champ de bataille, mais une anxiété plus subtile et peut-être plus dangereuse. La vie de chevalier vous a entraîné à faire face aux menaces physiques. Personne ne vous a préparé aux complexités du cœur. Vous savez que vous devriez vous éloigner. Vous savez que toute relation avec une dame de haut lignage, surtout une qui semble déjà promise, est une voie vers le désastre. Votre loyauté va à votre seigneur, votre devoir va à votre épée. Les complications romantiques sont un luxe que votre position ne permet pas. Mais le magnétisme de ce regard est difficile à ignorer. Ce conte immersif ne porte pas sur la guerre, mais sur un autre type de conflit. La bataille entre le devoir et le désir, entre la raison et l'émotion. C'est l'une des plus anciennes vérités du Moyen-Âge. Les plus grands dangers ne viennent pas toujours des armées ennemies. Parfois, ils proviennent d'un simple regard échangé dans une salle bondée, un regard qui peut changer le cours d'une vie entière. Le goût de la poussière sèche vous colle à la gorge, vous marchez sous un soleil de plomb, et la route devant vous est un fleuve de gens. Hommes, femmes et enfants, tous se déplaçant dans la même direction, leurs pieds soulevant des nuages de poussière qui flottent dans l'air chaud. Vous ne portez pas d'armure, juste de simples vêtements de voyageurs et un bâton de bois à la main. Votre épée est cachée, enroulée dans une couverture dans votre sac à dos. Vous êtes que vos déguisés, mêlés à une foule de pèlerins en route vers un sanctuaire lointain. Votre mission est secrète. Escorter une personne importante sans attirer l'attention. Le son autour de vous est un mélange de conversations en plusieurs langues, le chant d'hymnes religieux et les pleurs occasionnels d'un enfant fatigué. C'est un ASMR historique de foi et d'épuisement. Gardez. L'anonymat est un défi. Votre posture est trop droite, votre regard trop attentif. Vous vous forcez à courber les épaules, à marcher d'un pas plus traînant, à imiter la fatigue que vous voyez sur les visages autour de vous. La routine du chevalier, basée sur la prestance et l'autorité, doit être désapprise. Vous devez devenir invisible, juste un visage de plus dans la foule. L'anxiété est une compagne constante. Chaque nouveau voyageur qui s'approche, chaque groupe d'hommes qui semble un peu plus organisé que les autres, est une menace potentielle. Vous balayez la foule du regard, cherchant le moindre signe de danger. Quiconque semble observer avec trop d'insistance. C'est une tension qui ne peut être montrée. Un état d'alerte qui doit être caché sous un masque de piété et de lassitude. La nuit, vous vous arrêtez dans des auberges bondées ou campez simplement au bord de la route. Vous dormez peu, l'oreille toujours aux aguets des bruits de la nuit. Détendre votre esprit est un luxe que vous ne pouvez vous permettre. Votre sommeil paisible dépend de la sécurité de la personne que vous protégez. Ce voyage est l'une des plus étranges curiosités du Moyen-Âge. Vous, un chevalier entraîné pour le combat direct, dépendez maintenant de la furtivité et du déguisement. C'est une leçon d'humilité. La force ne consiste pas toujours à montrer son pouvoir, mais parfois à le cacher. Et tandis que la poussière du chemin de pèlerinage couvre vos vêtements et votre visage, vous apprenez que la protection la plus efficace, parfois, est celle que personne ne voit. L'odeur de l'encens brûlé et de la pierre ancienne est si épaisse qu'elle en devient presque suffocante. Vous êtes agenouillé sur un sol de marbre froid au milieu d'une immense cathédrale, destination finale de votre pèlerinage déguisé. La lumière qui filtre à travers les vitraux colorés peint l'air de faisceaux qui semble solide, rempli de poussière dansante. Le son ambiant est un murmure de prière, un chuchotement collectif qui résonne sous la voûte très haute. Autour de vous, des centaines de pèlerins pleurent, prient et touchent les murs du sanctuaire avec une dévotion fervente. Leurs visages sont transfigurés par la foi, par la croyance, qu'ils sont arrivés en un lieu où le ciel touche la terre. Vous observez la scène et un sentiment étrange vous envahit. Ce n'est pas de la pitié, mais une sorte de détachement, de confusion. Votre vie de chevalier est basée sur des choses concrètes, le poids de l'acier, la solidité d'une muraille,
la force d'un cheval. Votre foi a été forgée dans des veillées solitaires et dans l'espoir de survivre un jour de plus. Voir cette explosion d'émotions collectives, cet abandon total à quelque chose qui ne peut être ni vu ni touché, vous met mal à l'aise. Vous vous sentez comme un acteur dans une pièce dont vous ne saisissez pas pleinement le sens. La personne que vous avez escortée se trouve à quelques mètres, priant avec une intensité que vous n'aviez jamais vue. Votre mission est presque terminée. Mais, en ce lieu sacré, une nouvelle anxiété naît en vous, une anxiété existentielle. Vous vous demandez s'il y a quelque chose qui cloche chez vous, de ne pas ressentir ce que tous les autres ressentent. Le doute est un poison subtil qui ronge la certitude sur laquelle vous vous êtes toujours appuyé. Vous fermez les yeux et essayez de prier, mais les mots semblent vides dans votre esprit. Au lieu d'images de saints, vous voyez les visages de compagnons tombés au combat, sentez le choc d'une lance, entendez le son d'une trompette d'assaut. Votre réalité était faite de cicatrices et de souvenirs, non de miracles et de reliques. D'étendre son esprit en ce lieu de paix semble impossible. Au contraire, votre esprit est plus bruyant que jamais. Vous réalisez que la foi, pour certains, est un refuge. Pour vous, peut-être, la foi est le voyage lui-même, la route poussiéreuse, le devoir à accomplir. Et, en ce moment de doute, vous comprenez que la véritable dévotion d'un chevalier n'est peut-être pas envers un dieu dans le ciel, mais envers le serment prêté sur la terre. L'odeur du vieux parchemin et de l'encre fraîche se mêle au parfum de la cire de bougies fondues. Vous êtes penché sur une immense table dans la salle de guerre du château. Et la seule lumière provient d'un chandelier en fer qui projette des ombres dansantes sur une grande carte. Le reste de la pièce est plongé dans l'obscurité et le silence. Un silence qui semble peser sur vos épaules. La carte devant vous est un monde en miniature. Les rivières sont des lignes bleues, les forêts des taches vertes et les châteaux de petits dessins de tours. Dessus, des pièces de bois sculptées représentent les armées, la vôtre comme celle de l'ennemi. Votre main plane au-dessus des pièces, une hésitation qui révèle le poids de votre responsabilité. Vous n'êtes plus seulement un chevalier. Désormais, vous êtes un commandant. Votre doigt trace une ligne à travers une vallée, imaginant la marche de vos hommes. Vous pensez à la logistique, la nourriture, l'eau, le temps que cela prendra. Vous anticipez les mouvements de l'ennemi, essayant de pénétrer l'esprit du commandant adverse. C'est un jeu complexe et solitaire, où chaque mouvement peut signifier la survie ou la fin de centaines d'hommes. La routine du chevalier, avec son action directe et ses dangers immédiats, semble simple en comparaison de cette nouvelle tâche. L'anxiété ici est froide et cérébrale. Ce n'est pas la peur d'une épée venant dans votre direction, mais la crainte de prendre la mauvaise décision, d'envoyer vos hommes dans un piège, de décevoir ceux qui vous font confiance. D'étendre votre esprit est une trahison envers votre devoir. Vous vous levez et marchez jusqu'à la fenêtre. La lune illumine la cour silencieuse du château. Vous voyez les sentinelles à leur poste, petites silhouettes solitaires sur la muraille. Ils vous font confiance. Les hommes qui dorment dans leur quartier vous font confiance. Le poids de cette confiance est plus lourd que celui de n'importe quelle armure. Vous retournez à la table et déplacez l'une des pièces en bois, une petite décision qui aura d'énormes conséquences. La vie de chevalier vous a appris à mener par l'exemple sur le champ de bataille. Mais celle-ci, la solitude de la carte et de la stratégie, est la véritable épreuve du leadership. C'est la guerre menée dans la quiétude d'une pièce, où les batailles se gagnent ou se perdent avant même que la première épée ne soit dégainée. Le son de votre propre respiration semble incroyablement fort dans la pièce silencieuse. Vous êtes debout, regardant la carte sur la table, mais sans vraiment la voir. Votre esprit repasse en boucle la décision que vous venez de prendre, la tournant et la retournant, cherchant une faille, une alternative que vous n'auriez pas vue. Mais il n'y en a aucune. L'ordre a été donné. Un messager est déjà parti, emportant le parchemin scellé qui mettra des centaines d'hommes en route vers un destin incertain. L'acte de sceller ce document, de presser votre anneau dans la cire chaude, a semblé avoir un poids physique. Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. La décision est irréversible, et son fardeau pèse sur votre âme comme une pierre. Vous ressentez un frisson, malgré la chaleur de la cheminée. Votre vie de chevalier vous a préparé à la violence du combat, à la douleur des blessures. Mais personne ne vous a préparé à ce genre d'agonie. L'agonie de la responsabilité. La vie de vos hommes n'est plus entre leurs propres mains, mais entre les vôtres. Et vous ne serez pas là, sur la ligne de front, pour partager le danger avec eux.
L'anxiété est une présence physique dans la pièce, une ombre qui s'étire dans les coins. Vous essayez de détendre votre esprit, mais il est un tourbillon de « et si ?» Et si l'information de l'éclaireur était fausse? Et si l'ennemi a anticipé votre manœuvre? La peur nocturne d'un commandant n'est pas celle des fantômes ou des monstres, mais le spectre de ses propres échecs. Vous arpentez la pièce, le son de vos bottes sur le sol en pierre faisant écho à la solitude de votre position. Vous vous arrêtez devant une armure sur un mannequin dans un coin, le reflet du chevalier que vous étiez autrefois. Cet homme-là faisait face à des dangers qu'il pouvait voir et toucher. Votre danger, à présent, est invisible, une toile de possibilités et de conséquences. Vous vous asseyez dans le lourd fauteuil, ressentant une fatigue qui va bien au-delà du physique. La routine du chevalier a changé. Il ne s'agit plus de la force de votre bras, mais de la force de votre conviction. Et, dans cette longue et silencieuse nuit, vous êtes contraint de faire face à la plus dure de toutes les vérités. Que la plus grande épreuve d'un chef n'est pas sa manière de se battre, mais sa façon de vivre avec le poids des vies qu'il commande. Le premier son que vous entendez est le doux crépitement du bois. Dans votre cheminée personnelle, une petite concession à votre nouveau poste. Mais la première sensation est une pointe aiguë dans votre épaule gauche lorsque vous vous tournez dans le lit. C'est une douleur familière, la salutation matinale d'une vieille blessure qui n'a jamais complètement guéri. L'air froid du matin semble se concentrer précisément sur ce point. Vous vous asseyez sur le bord du lit, le sol en pierre glacée sous vos pieds. Vous bougez lentement l'épaule, testant ses limites. La douleur irradie dans votre bras. Un rappel constant d'une bataille d'il y a des années, d'un coup de hache qui a failli vous mettre hors de combat pour toujours. Chaque matin froid, le souvenir de ce jour revient, non pas dans votre esprit, mais dans vos os. La routine du chevalier, aujourd'hui commandant, commence par cet inventaire silencieux des douleurs du corps. L'épaule, le genou qui craque à chaque pas, le dos qui proteste après une journée en selle. Votre corps est une carte de cicatrices, un registre de chaque coup paré, de chaque chute, de chaque effort au-delà des limites. La jeunesse et le sentiment d'invincibilité sont des luxes que le temps et la guerre vous ont volés. Vous vous levez et allez à la bassine d'eau pour vous laver le visage. L'eau glacée aide à vous réveiller, mais elle intensifie aussi la douleur dans vos articulations. Vous regardez votre reflet à la surface de l'eau, un visage plus âgé que vos années, marqué par la fatigue et la responsabilité. L'anxiété d'aujourd'hui ne concerne pas votre propre survie, mais les vies qui dépendent de vos ordres. C'est un fardeau bien plus lourd. Détendre l'esprit est un exercice constant. Vous respirez profondément, essayant de repousser la douleur physique et le souci mental dans un coin de votre conscience. Elles ne disparaissent pas, mais vous apprenez à fonctionner malgré elles. C'est la discipline que les années vous ont enseignée. Non pas le déni de la douleur, mais son acceptation comme une partie de qui vous êtes. La vie de chevalier n'est pas une ascension glorieuse, mais un long voyage d'usure. Le corps se fatigue et les blessures s'accumulent. La véritable force, vous vous en rendez compte, n'est pas la capacité d'éviter les coups, mais la résilience pour continuer à vous relever, matin après matin, et porter le poids de toutes vos batailles, celles du passé comme celles à venir. L'odeur de l'huile de polissage et du métal froid emplit vos appartements. Un jeune écuyer, le visage concentré, donne le dernier éclat au plastron de votre armure, qui repose sur un mannequin de bois au centre de la pièce. La pièce d'acier poli reflète la lumière de la cheminée et de la fenêtre, créant un miroir déformé et ondoyant. Vous êtes debout, à une certaine distance, observant simplement. Dans le reflet du métal, vous ne vous voyez pas clairement. Vous y voyez une silhouette allongée et sombre, un fantôme d'acier. Et un instant, vous voyez un autre visage superposé au vôtre, celui du jeune chevalier que vous fûtes un jour, plein de certitudes et d'ambition. Ce garçon qui croyait que l'honneur était une armure impénétrable. Le fantôme dans le reflet semble se moquer de vous. Il ne connaissait pas la douleur chronique à l'épaule, ni le poids écrasant d'envoyer des hommes à la mort. Il ne comprenait pas que les batailles les plus difficiles se livrent dans le silence de la nuit, au-dessus d'une carte. Ce jeune chevalier était plus fort physiquement, mais infiniment plus fragile. L'anxiété que vous ressentez maintenant est celle d'un homme qui connaît le prix de tout. Le prix de la victoire, le prix de la paix, le prix du commandement. L'écuyer recule, admirant son travail. Il vous regarde avec une expression de révérence,
la même que vous aviez probablement en regardant vos supérieurs des années auparavant. Il voit le commandant, le héros. Il ne voit pas l'homme fatigué qui lutte contre ses propres fantômes. Détendre son esprit est un effort quotidien. La routine du chevalier, même en tant que commandant, est une bataille constante contre les souvenirs et les doutes. Vous vous approchez de l'armure, vous touchez le métal froid. Il n'offre pas de réponse, seulement le poids familier et la promesse de protection. La vie de chevalier est un voyage pour devenir quelqu'un d'autre. On commence comme un idéal, une image brillante comme une armure neuve. Avec le temps, chaque coup, chaque perte, chaque décision difficile cabosse et érafle cette image. On devient quelque chose de plus réel, de plus complexe et d'infiniment plus lourd. Et le fantôme de ce que vous fûtes un jour vous hante, non pas comme une accusation, mais comme un rappel du long et difficile chemin que vous avez parcouru. L'odeur, c'est pour moi la première chose qui vous saisit. Un arôme riche de terre, de grains mûrs et le doux parfum de la paille séchée au soleil. Vous êtes à cheval, à l'orée d'un champ de blé doré qui s'étend à perte de vue. Le son qui vous entoure est le bourdonnement de milliers d'insectes et le bruissement du vent dans les tiges de blé, un ASMR historique de la nature à son apogée. Le soleil de fin d'été est chaud sur votre visage, mais c'est une chaleur douce, différente du soleil écrasant de la bataille. La guerre est finie, du moins pour l'instant. Une paix précaire s'est installée sur les terres. Votre tâche aujourd'hui n'est pas de patrouiller une frontière ou de mener des hommes au combat, mais de superviser la moisson. C'est une partie de la routine du chevalier que les ménestrels ne chantent jamais, mais peut-être la plus importante de toutes. Une armée marche sur son estomac, et un royaume survit par l'abondance de ses champs. Vous observez les paysans au travail, hommes et femmes se déplaçant à un rythme constant, coupant le blé avec des faucilles, le dos courbé sous le soleil. Ils chantent d'anciennes chansons de labeur, des mélodies simples qui se mêlent au son des chants. Il y a une efficacité tranquille dans leurs mouvements, une sagesse qui vient de générations accomplissant la même tâche. Un instant, une sensation étrange vous envahit. De l'envie. Leur vie est dure, pleine de labeur et d'incertitude, mais il y a en elle une simplicité, un cycle clair de semer, soigner et récolter. Votre vie, en revanche, est un cycle de calme tendu et de violence soudaine. Leur anxiété concerne le climat et les fléaux, la vôtre, les armées et la vie des hommes. Vous mettez pied à terre et marchez un peu à travers le champ, sentant le sol meuble sous vos bottes. Vous prenez un épi de blé, frottez les grains dans votre main et les soufflez au vent. Se détendre l'esprit ici est facile. La vue de la récolte abondante, la promesse de granges pleines et de pain sur la table apporte un calme profond qu'aucune victoire militaire ne vous a jamais donné. C'est l'autre facette de la vie de chevalier. Non seulement le protecteur, mais le gardien de la prospérité. La force de votre épée garantit que ces champs puissent être semés et moissonnés en paix. Et, tandis que vous observez la mer dorée de blé ondulée au vent, vous ressentez une sorte de fierté différente. Une fierté silencieuse et profonde, enracinée non pas dans la gloire, mais dans la terre. Une odeur de poussière et de sueur humaine flotte dans l'air. Vous êtes assis sur une lourde chaise en bois, surélevé sur une petite estrade au centre de la place du village. Le soleil tape fort sur votre tête, mais vous ne bougez pas. Devant vous, une petite foule de villageois s'est rassemblée, leur visage anxieux et plein d'espoir tournés vers vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un guerrier, vous êtes le juge. 2 hommes se tiennent devant vous, tous deux les mains souillées de terre. L'un accuse l'autre d'avoir déplacé les pierres qui marquent la limite de leur terre, volant une étroite bande de son champ. L'autre nie avec véhémence, sa voix pleine d'une indignation qui pourrait être réelle ou feinte. Ils présentent leurs histoires, leurs voix se superposant, chacun essayant de gagner votre sympathie. Vous écoutez en silence, votre visage un masque impénétrable, votre épée est dans son fourreau, un symbole de pouvoir que vous espérez ne pas avoir à utiliser. La routine du chevalier en temps de paix est remplie de ces tâches. Maintenir la justice est aussi vital que de défendre les murailles. Un royaume qui n'est pas juste de l'intérieur pourri, peu importe la force de ses frontières. L'anxiété ici est d'un genre différent. Ce n'est pas la peur de l'inconnu, mais la peur de se tromper, de commettre une injustice qui affectera la vie de ces familles pour des générations. Vous regardez les mains des hommes, l'usure de leurs vêtements, l'inquiétude dans leurs yeux. Il n'y a pas de méchant évident ici,
seulement 2 hommes pauvres luttant pour un lopin de terre qui est tout ce qu'ils ont. Relaxer l'esprit est impossible. La clarté est votre seul outil. Vous leur demandez de voir leurs mains. Vous examinez les callosités, les ongles sales, à la recherche du moindre signe. Vous posez des questions sur le temps, sur la récolte, sur leur famille. Vous ne cherchez pas seulement la vérité des faits, mais la vérité du caractère. L'une des curiosités du Moyen-Âge est celle-ci. La justice dépend souvent moins de la loi que de la sagesse d'un seul homme. Finalement, vous prenez votre décision. Vous vous levez et l'annoncez, votre voix claire et ferme, résonnant sur la place. Certains dans la foule murmurent dans leur approbation, d'autres leur désaccord. Mais tous acceptent, car au final, ils ne voient pas seulement un chevalier. Ils voient la représentation de l'ordre, la promesse que, même dans un monde dur, quelqu'un essaie de faire ce qui est juste. Et ce devoir, vous vous en rendez compte, est le plus lourd de tous. L'air est froid et immobile. Vous vous tenez sur le parapet le plus haut de la tour principale, et le doux vent de la nuit apporte avec lui l'odeur de la fumée de bois des cheminées du château et l'arôme lointain de la terre humide des champs. Le soleil s'est déjà couché, mais le ciel à l'ouest flamboie encore dans des tons d'orange, de violet et d'un bleu profond qui semble infini. C'est un spectacle d'une beauté silencieuse et mélancolique. En dessous de vous, le château est un enchevêtrement d'ombres et de lumières jaunâtres qui clignotent aux fenêtres. Vous entendez les sons étouffés de la vie nocturne, le rire lointain venant de la taverne, l'aboiement d'un chien, le son d'une cloche annonçant la fin du jour. Ce sont les sons de la paix, une paix pour laquelle vous avez tant lutté et que vous savez terriblement fragile. Vous ne portez pas d'armure, juste une tunique de laine épaisse qui vous protège du froid qui commence à monter. Vos mains reposent sur la pierre usée du parapet, la même pierre qui a été témoin d'innombrables aurores et crépuscules comme celui-ci. Vous sentez la texture rugueuse et froide sous vos doigts, une sensation de permanence qui contraste avec le caractère éphémère de votre propre vie. La routine du chevalier, devenu un seigneur vieillissant, est devenue plus lente. Les jours de bataille et de longues marches ont été remplacés par des audiences, la gestion des terres et le souci constant de la politique. L'anxiété n'a pas disparu, elle a seulement changé de forme. Maintenant, c'est l'inquiétude pour l'avenir de votre peuple, pour la succession, pour l'héritage que vous laisserez derrière vous. Détendre. Votre esprit est un exercice que vous pratiquez chaque soir, ici même, à cet endroit précis. Vous regardez l'horizon, les étoiles qui commencent à apparaître, et vous laissez les problèmes de la journée se dissoudre dans l'immensité du ciel. C'est un moment de calme, de perspective. Un rappel de la petitesse des drames humains face à l'immensité du temps. La vie de chevalier, songez-vous, n'est pas une quête de gloire, mais l'acceptation du devoir. C'est un long chemin de sacrifice, de douleur et de perte. Mais, dans des moments comme celui-ci, en regardant le monde que vous avez contribué à protéger, vous comprenez que cela en valait la peine. Les cicatrices, tant visibles qu'invisibles, sont le prix d'une vie vécue avec un but. Et, dans le silence du dernier crépuscule, vous ne trouvez pas la paix de l'oubli, mais la paix de l'acceptation. Le son de votre épée sortant de son fourreau est un murmure d'acier, un son qui fut autrefois le prélude de la tempête, mais qui maintenant résonne comme un adieu. Vous la tenez dans vos mains, et le poids familier de la lame est un contrepoint à la fatigue qui pèse sur vos os. La lumière de la cheminée danse sur l'acier, révélant les gravures, les éraflures et les petites imperfections, chaque marque un chapitre silencieux de votre longue vie. Vous êtes dans vos quartiers, et la nuit au dehors est profonde et silencieuse. Devant vous, un garçon aux yeux écarquillés vous observe, votre petit-fils. Ses mains sont petites et douces, libres des callosités et des cicatrices qui sillonnent les vôtres. Il regarde l'épée avec un mélange de peur et de fascination. D'un mouvement lent et délibéré, vous retournez l'épée et la lui offrez, la poignée tournée vers lui. Le garçon hésite, puis tend ses mains tremblantes et saisit la poignée. Le poids de l'arme le surprend et il manque de la laisser tomber, ses bras faiblissant sous le fardeau inattendu de l'acier. Vous posez votre main sur la sienne, l'aidant à affermir sa prise. Dans ce contact, toute une vie défile dans votre esprit. La routine du chevalier, le froid de l'aube, la chaleur de la bataille, la solitude du commandement. Le fardeau que vous avez porté pendant tant d'années, maintenant, symboliquement, passe à une autre génération. Et, pour la première fois depuis longtemps,
Vos mains se sentent légères, libres. L'anxiété chronique qui a toujours vécu sous votre peau semble se relâcher, laissant place à un calme que vous ne reconnaissiez presque plus. Vous regardez dans les yeux du garçon et voyez le reflet du jeune homme que vous avez été. Mais il n'y a ni amertume, ni regret, seulement la compréhension que le cycle continue. Votre héritage ne réside pas dans les batailles que vous avez gagnées ou les terres que vous avez conquises. Il réside dans ce moment, dans la paix qui permet à ce garçon de rêver, dans la force que vous avez cultivée pour qu'il puisse avoir le choix. Vous lâchez sa main. Il tient l'épée seul maintenant. Sa posture est maladroite, mais ses yeux brillent de détermination. Vous vous asseyez dans votre fauteuil près du feu, sentant la chaleur sur votre visage. Détendre son esprit, une tâche qui exigeait autrefois tant d'efforts, semble maintenant naturelle. La vie d'un chevalier est un échange constant. Vous échangez la jeunesse contre l'expérience, la paix contre la sécurité, la vie contre l'honneur, et à la fin, vous échangez votre fardeau contre l'espoir. Et peut-être est-ce le seul échange qui compte ? Vraiment.